Il y a plein de gens qui me demandent où tu te coupes les cheveux. Moi, je me coupe les cheveux, ça coûte 90 €. La personne que je paye là, ça lui permet de ne faire que ça dans sa vie et de vivre. J'ai refusé un contrat pro. Quoi, l'argent, non merci. Si je suis pas heureux, c'est que même le foot me rend pas heureux. J'ai regardé le contrat, tu sais que je l'ai même pas donné à ma mère. Hein. Parce que je pense que si tu l'aurais donné à ta daronne, elle aura signé. Elle aurait forcé. Ça se trouve, à voir l'émission, on va savoir. Je sais que je vais jamais dire. Et je me dis, cette richesse-là, elle existe. Le mec a un ascenseur chez lui. Tu dis, on m'a menti sur les règles. Moi, les règles, c'est HLM. Si j'ai 2000 € par mois, c'est très bien. C'est ça les règles qu'on me donne. Ton pote, tu le fais travailler s'il a les capacités. LeBron James, j'ai lu ça dans un article. Tous ses potes, ils sont allés à l'université travailler. Si vous n'avez pas le niveau, vous bossez pas avec moi. Un soir, comme ça, 3h du matin, je fais ma première vidéo. Et lui m'avait prévenu, il a dit par contre, regarde pas le score. Ne regarde jamais le score. Moi, je regarde que le score. Je vois des 300 vues, un coup, je vois 12 000 vues. Ça va te décourager. Ça les amis, là, on est en train de vous donner une règle, là, pour percer. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à l'appart de la Villette pour un nouvel épisode de mon podcast Déter. Alors Déter, c'est quoi? Déter, tout simplement, c'est un podcast, mais pas comme les autres parce qu'il y a du public. Moi, je reçois des personnes qui sont extrêmement inspirantes. Des personnes qui, partis de rien, aujourd'hui, ils ont réussi à soulever des montagnes. Ils ont réussi à redonner de l'espoir aux gens qui sont désespérés. Et là, nous sommes au 2e épisode et vous allez voir la personne qui est assise en face de moi est un maître en la matière. Parti de rien, aujourd'hui, il est en train de faire vibrer sa destinée, faire scintiller le destin de beaucoup d'entrepreneurs, de beaucoup d'artistes et surtout redonner espoir à beaucoup de producteurs. Parce que oui, il a investi en lui et à travers cet investissement, il investit aussi en nous. Le podcast de ce soir, va aborder beaucoup de thématiques. Le passage à l'action, l'entrepreneuriat, l'amour, l'espérance et aussi la spiritualité. Vous allez voir que ce podcast-là sera une véritable confession. Ce sera un moment d'intimité et un moment très plaisant. J'arrête mon introduction et je laisse place à l'invité de ce soir. Chers amis, on accueille comme il se doit Franck Laoui. Salut Franck, comment tu vas? Salut Prince, merci pour l'invitation. Merci à toi. Merci à toi d'avoir répondu présent à mon podcast. J'ai pour habitude de préparer des fiches. Je me suis aidé d'un ami en commun que nous avons qui s'appelle Anité, qu'on peut encore applaudir, qui a insisté, qui a fait le jeu de l'entremetteur pour que nous puissions en fait prendre rendez-vous. Et comme je disais, j'ai l'habitude de préparer toutes mes émissions, mais là je me suis dit aujourd'hui je vais faire abstraction de cela et ça va être une conversation à cœur ouvert. Est-ce que tu es prêt? Je suis plus que prêt. Donc aujourd'hui on va parler de toi, on va parler de ton état d'esprit, on va parler un peu de ton parcours, on va parler aussi de ta capacité à surproduire du contenu à travers des réseaux sociaux. Mais avant de parler de tout ça, je vais te demander de te présenter aux gens qui vont te découvrir à travers ce podcast-là d'une manière particulière. Attention, okay. Est-ce que tu es prêt? Ok. Je vais te demander de te présenter, non pas comme tu te connais aujourd'hui, mais comme l'enfant intérieur en toi se connaît. Tu vois, cet enfant, en fait, qui était petit, du coup, à un moment donné, il perdait un peu de foi en lui, de foi aux autres. Il perdait aussi un peu d'assurance. Reviens dans ton toi intérieur et représente-toi aujourd'hui comme tu te connais parfaitement. Wow, ok. Franck Laoui, bientôt 40 ans. À la base, quelqu'un de très, très, très timide et qui a réussi à combattre sa timidité parce qu'il n'y a pas le choix. Qui est devenu entrepreneur parce qu'il n'avait pas le choix. Et qui utilise les problèmes pour en faire des solutions. Waouh! Et du coup, comment tu arrives justement à transformer tes problèmes en solutions positives? Comment tu fais? Est-ce que tu as un processus ou est-ce que tu as la vie ou l'esprit ou ton inspiration divine à l'intérieur qui te connecte avec toi? Il y a beaucoup de spiritualité, ouais. Il y a beaucoup de spiritualité, mais j'ai envie de dire que en fait, c'est par cette spiritualité-là, c'est le fait de se dire que les problèmes, ils sont là pour te faire grandir. Tu vois Si par exemple, tu n'avais pas quelque chose qui te bloque à un moment donné dans ta progression, tu resterais toujours au même endroit. Et en fait, le fait de te sentir mal à un moment donné, c'est bon signe. Le fait d'être dans le doute, c'est bon signe. Et nous, on a appris le fait que c'est un mauvais signe. Qu'on doit rejeter ces émotions-là, qu'on doit rejeter ces choses-là. Alors que si tu prends ça en pilier et te dire c'est un bon signe que je me sente mal, ça veut dire que je vais faire encore plus d'efforts pour progresser. Tu vois? Et moi, je prends souvent l'exemple de la salle.
Les gens ils disent souvent, ouais, j'ai envie d'avoir tel corps pour l'été, etc. Mhm. Tu vas à la salle tous les jours. Tu n'y vas pas parce que tu aimes la salle. Tu y vas parce que tu as un but. Donc, tu acceptes de souffrir, tu acceptes le problème, tu acceptes de passer par des moments difficiles pour ton but. Mhm. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, chaque jour, tu échoues vers ton but. Pourquoi tu échoues? Parce que tu sais qu'en vrai, ton but, tu l'auras dans 6 mois. C'est vrai. Donc, pendant 6 mois, chaque jour, en fait, tu es en échec. Mhm. Mais tu es dans un échec positif, puisque tu sais que chaque jour, tu progresses. Donc, au bout d'un moment, quand tu atteins ton but, tu as kiffé toute l'expérience. Limite, le but, c'est décevant. Mais est-ce que c'est pas le fait que les gens perdent aussi patience et qu'ils ne sont plus en capacité d'accepter, tu sais, ce chemin de croix pour pouvoir en fait atteindre le résultat, et qu'aujourd'hui notre société elle est tout de suite penchée en fait sur le résultat? Ouais, bah, c'est la gratification immédiate. Tu vois, tout le monde est dans ça. On est dans, tu scrolles très vite, tu arrives à ce que tu veux. En amour, c'est pareil. C'est limite Tinder, etc. Tu prends pas le temps. En fait, on prend le temps de rien. Et en fait, c'est dans le temps que tu connais les choses. C'est dans le temps que tu forges. C'est pas dans la rapidité. Tu vois. Et il y a une embrouille, par exemple, dans un couple. Les gens, ils se séparent. C'est vrai. Tu vois, pour un Nutella, c'est bon, ça y est, c'est fini. Elle m'a pris mon Nutella, ça y est, j'arrête. Tu vois, en fait, parce que les gens ont le choix. On est dans un monde où on a tellement le choix qu'on n'a plus le choix, en réalité. Tu vois, quand tu scrolles, par exemple, il y a une étude qui est sortie là récemment qui dit que la nouvelle génération repart vers les DVD. Parce que quand tu scrolles sur Netflix, au bout d'un moment, ça te fatigue. Tu prends 40 minutes pour trouver un film. Parce que tu as tellement de choix que tu sais plus ce que c'est choisir. Quand tu vas faire l'effort d'acheter un film, tu as mis ton argent, tu vas le regarder, le film. Et tu vas y prêter attention, tu vas te concentrer parce que tu as mis de l'argent. Tu vois, c'est pour ça que je trouve que pourquoi les gens vont de plus en plus au concert, tu as payé pour ton concert. Ouais. Donc tu vas te concentrer sur le concert. Si tu avais le concert à la maison, tu serais sur ton téléphone, tu vivrais pas l'expérience. Et encore, même, il y a des gens qui partent dans les concerts, ils sont encore sur Et les sont téléphones. encore sur leur téléphone. Eux, vraiment, je les comprends pas, pour le coup. Mais tu vis, en fait, quand tu vis l'expérience, Ouais, tout d'un coup, bah, tu te concentres sur le choix que tu as fait. mortel. Et je trouve que, ouais, on a plus ce truc-là de quand tu as fait un choix, tu as fait un choix. C'est-à-dire, si d'autres choses arrivent à côté, tu as fait un choix. Et tu te concentres sur ton choix. Et ça, dans la société, on nous l'a enlevé. On est dans un truc de consommation. De consommation immédiate. Il y a une plénitude de choix. Vas-y, tu peux aller. En fait, fais-toi plaisir. Mais dans le plaisir, il y a aussi les désagréments du plaisir. Dans toute chose, en fait, il y a des bonnes choses. Même dans l'alcool. Tu vois, il y a des gens qui disent je bois pas d'alcool. Mais en fait, un verre, ça va pas te tuer. Mais c'est quand tu vas finir la bouteille que ça va être un problème. C'est les excès, ouais. Voilà. Et tout le monde est dans l'excès de tout, et même dans l'émotion. Tu vois, on est dans l'excès de l'émotion. C'est pour ça qu'aujourd'hui, que les gens réagissent au quart de tour pour rien. À la base, je ne t'ai rien dit de mal. Mais, comme ton émotion, elle est déjà à fleur de peau, ouais, bien sûr. Une petite phrase, tu vas la transformer en chose, et tu vois des gens avoir des embrouilles sur Internet, des embrouilles dans la vie. Ouais. À la base, quand tu leur demandais pourquoi vous êtes embrouillés, ils auront même honte de te dire pourquoi. Avant de continuer, justement, parce que là, on est déjà parti dans de la profondeur, on va revenir, on va se recentrer un peu sur toi, parce que je sens, et je pense que le public qui est là ce soir aussi ressent cette vibration et surtout cette sagesse. Mais avant, justement, d'arriver, j'aime pas ce mot-là, meilleure version de soi-même, ainsi de suite, parce que du coup, on est juste la meilleure version aujourd'hui de nous-mêmes, et demain, on sait pas en fait ce qu'on sera. Mais avant d'arriver, en fait, du coup, à ce puits de sagesse que tu es aujourd'hui, c'est quoi ton parcours? Comment, en fait, t'es arrivé aujourd'hui, là, en face de moi? Parce que, du coup, t'es une personne inspirante, c'est pour ça qu'on t'invite. Il a fallu que tu passes par quoi comme processus? Il a fallu que tu guérisses quoi en toi pour aujourd'hui, le 20 juin, être au Grand Rex? Plusieurs choses. Il a fallu que je guérisse déjà le fait d'avoir ma relation avec mon père, qui n'est plus de ce monde, et qui est quelqu'un avec qui je n'ai pas grandi. D'accord. Et ça a été la première victoire que j'ai eue dans ma vie, mais qui a pris du temps. Parce que j'étais très émotionnel avant. Et mon père me disait souvent, le jour que tu seras plus émotionnel, tu me comprendras. D'accord. Et le jour que je suis venu lui dire, je te pardonne, ça m'a enlevé un poids énorme dans mon cœur. Et ça, c'est la première chose que quand j'ai réglé ça, même le jour quand on m'a dit, il est plus de ce monde, ça m'a pas, c'est pas que j'étais pas triste, hein. Mais je pense que si j'avais pas dit je te pardonne, ça m'aurait mis une frustration. Mais c'est génial ce que tu dis, parce que là, on comprend qu'en numéro 1, c'est le pardon. Ouais. Avant tout, et que beaucoup de gens, en fait, gardent la douleur en eux et ne veulent pas aller vers le chemin de la rédemption et du pardon. Et ils se rendent pas compte, en fait, que avant toute chose, ça les bloque eux-mêmes. Exactement. Et ça les pas dire les condamne, mais en fait, ça leur ferme des portes. Et c'est pour ça que moi, je regarde la caméra et je regarde les personnes qui sont en train d'écouter cette vidéo-là. Je vous dis, pardonnez,
non pas pour le mal qu'on vous a fait, mais d'abord pour vous-même, pour vous soigner, pour vous aider en fait à aller à un nouvel étage en fait. Et du coup, c'est ce que tu as fait, c'est ce qui t'a permis de pouvoir en fait mieux encadrer ton émotionnel, tes émotions. Exactement. Quand j'ai pu faire ça, limite, je me suis senti adulte. Waouh. Tout d'un coup. Je me suis senti responsable. Parce qu'en fait, si tu arrives à pardonner, quand ton enfant fait quelque chose, tu relativises beaucoup de choses. Tu as un détachement. Je trouve qu'il y a les gens qui sont parents ou qui ont été parents jeunes, ils ont ce détachement-là que moi, j'avais pas. Parce que quand tu vois ton enfant faire des bêtises tous les jours, tu peux pas haïr ton enfant. C'est vrai. Donc, tu commences à avoir un détachement sur le fait que il faut que tu pardonnes cet être-là. Il faut que tu sois compréhensif. Il faut que tu réexpliques la même chose tous les jours. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, je trouve, mentalement, surtout les parents, ceux qui sont parents en tout cas, ils ont ce truc-là de lâcher prise très fort que d'autres n'ont pas. Parce qu'à la maison, ils ont quand même quelqu'un qui, tous les jours, va essayer de défier leur autorité ou de défier ce qu'ils sont en train de dire. Et cette personne-là, c'est censé être quelqu'un qui t'aime autant que toi tu l'aimes. Bien sûr. Et ça, c'est le pire. Quand on voit que les mamans, elles ont du mal à être méchantes, entre guillemets, avec l'enfant pour son bien, mais c'est aussi quelque part parce que l'enfant, il a grandi en elle. Ça leur crève le cœur de dire quelque chose de brusquer un enfant. Ça leur crève le cœur. Mais quand tu arrives à ce niveau-là, il y a beaucoup de choses qui ne touchent plus, tout d'un coup. Et ensuite, une fois que tu as réussi à pardonner ton père, réussi du coup à pardonner aussi son absence, parce que du coup, tu disais que tu n'as pas grandi avec ton père, il y a quoi d'autre en fait que tu as réussi en fait du coup à débloquer en toi pour pouvoir justement être... Ça a tout débloqué. Ça a débloqué mon sens de l'amitié. Ça a débloqué mon sens de l'amour. Ça a débloqué vraiment beaucoup de choses dans mes projets. J'étais plus attaché de la même façon. En fait, c'est très simple. La plupart des gens, je pense qu'on est comme ça, on est très attaché émotionnellement avec qui on fait un projet. Bien sûr. On va faire un projet, on avance, on a une vision, on a des liens qui se créent, de l'espoir aussi qui naît. Donc Exactement. Et en fait, le truc qui se passe, c'est qu'on ne se pose pas certaines questions. Certaines questions sont tout bêtes. Pourquoi moi je le fais? Pourquoi toi tu le fais? Et est-ce que ton pourquoi, il n'est pas au contraire de mon pourquoi? Parce qu'on peut être potes, ça fait des années qu'on a grandi ensemble. Peut-être que toi, ton projet, en fait, tu fais ce projet pour aller vivre au Congo. Alors que moi, mon projet, je le fais pour faire ma famille en France. Rien que ça, est-ce que c'est pas un problème à court terme? Est-ce que quand ça va marcher, du coup, je te verrai plus? Tu vois? Et si je te vois plus, est-ce que notre projet, il sera viable? Tu vois, c'est des trucs comme ça, en fait, qu'on se dit pas avant, et en réalité, ça met tout en place. Dans une relation, faut se dire les choses. Même comment moi, je vois comment éduquer un enfant. Comment tu vois éduquer un enfant? C'est pas, si on n'a pas la même façon de voir les choses, même si on s'aime, dans un moment, il va y avoir un problème. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, c'est ces discussions qu'on n'a pas en amont, que moi, j'avais jamais en amont. Et le fait d'avoir ces discussions-là, de t'asseoir ton père, qui est quelqu'un, on est africain, tu n'assois pas ton père. Non. C'est lui qui t'assoit. Bien sûr. De fait de venir, et moi, mon père, c'est quand même quelqu'un charismatique, quelqu'un qui avait du pouvoir, c'est pas n'importe qui. Le fait de lui dire, assieds-toi, moi, il faut que je te parle. Wow. Et la façon dont je lui ai dit, il a dit, c'est l'une des premières fois dans ma vie où on me dit ça et j'ai envie de m'asseoir. Déjà, rien que ça montrait que j'étais devenu tellement déterminé et j'ai compris ce que c'est la vraie détermination. Là, c'est pas pareil. Dire je suis déterminé, c'est pas pareil. Quand tu as l'intention vraiment de dire les choses, tu as une énergie qui fait qu'on va t'écouter tout d'un coup. Et ça m'est arrivé maintenant pour tout le monde. Il y a des amitiés que j'ai arrêtées comme ça. Donc du coup, le fait de pouvoir pardonner ton père, ça t'a permis de pouvoir avoir une meilleure communication avec toi-même. Exactement. Savoir ce que tu veux. Ça t'a permis de pouvoir équilibrer aussi en fait ta détermination. Et tout cela dégage une espèce d'aura, une espèce de charisme aussi qui te permet en fait de faire asseoir n'importe qui. Ton père, qui est du coup en vrai pour nous pas le chef suprême, mais qui est aussi l'autorité de notre propre vie, parce que du coup c'est notre géniteur. C'est ça en fait ce que tu es en train de dire. C'est totalement ça. En fait, c'est le chef suprême. C'est le chef suprême. C'est la personne, lui et ta mère en réalité, c'est la personne avec laquelle tu discutes pas en réalité. Tu discutes pas les ordres, tu discutes pas. Moi, par exemple, quand j'étais adolescent, j'ai une anecdote que je disais à ma femme, parce que en fait, je regarde comment elle est avec sa famille, parce qu'on n'est pas pareil, c'est plus très européen, comment elle est éduquée, etc. Ils s'engueulent, ils ont des discussions, etc. Moi, j'ai pas ça. Moi, si on dit 2 + 1 = 2, je vais pas ouvrir ma bouche. Tant qu'on me demande pas, est-ce que c'est vrai? Tu vois, c'est ce niveau-là de respect. Tu t'es trompé. Mais comme tu es l'ancien, je vais pas ouvrir ma bouche pour t'humilier. Tu vois, c'est parce que dans ma tête, je vais t'humilier si je te dis que ça fait pas 2.
Tu vois, c'est ce niveau-là. Et quand tu vois d'autres éducations où l'enfant va dire, ah bah non, c'est 3, et que ça dérange pas l'adulte d'entendre qu'il s'est trompé, tu vois, ça, ce genre de choses qui m'ont fait également voir d'autres aspects que moi, pour moi, c'était des mauvais aspects, tu vois. Quand tu grandis comme ça, et que tu commences à changer le truc en disant, en fait, mais j'ai le droit de dire que tu t'es trompé. En fait, on a le droit de dire à nos parents que vous vous trompez totalement, que vous ne voyez pas la vie comme nous, on la voit. Ça te change ton aspect. Et en fait, soit ils comprennent pas. Mais c'est à ce moment-là que le parent il commence à reprendre que toi, tu es devenu adulte. Tu n'es plus vraiment un enfant. Tu vois. Et ça, ces discussions-là, je l'ai eu aussi avec ma mère. Et ça a changé, en fait, le rapport de force. C'est plus un rapport de force de écoute. C'est un rapport de force de on échange. À la fin, c'est moi qui décide. C'est génial. Tu vois. Et c'est plus pareil. Si à la fin, c'est moi qui décide, j'accepte de me tromper. J'assume de me tromper. J'ai entendu tes remarques, mais j'assume de me tromper. Super. Et une fois que du coup, tu as réussi du coup, à libérer la parole, tu as fait asseoir ton autorité aussi auprès de tes parents, leur montrant que tu es adulte, c'est quoi ton cheminement? Il a été quoi ton chemin de aujourd'hui, je me lance dans l'entrepreneuriat, tu as tellement de casquettes, réalisateur, organisateur d'événements et plus particulièrement de la communauté asiate. Enfin, comment t'as commencé là-dedans? L'entrepreneuriat, c'est pas pareil. L'entrepreneuriat, c'est arrivé ouais, j'étais forcé. J'étais un peu forcé. J'étais à la fac. J'arrive à la fac. Et à la fac, juste avant ça, j'étais dans une école privée. Ok. Pour la faire courte. Pourquoi j'étais en école privée? Parce que j'étais en centre de formation de football. L'année se finit. Je suis en dépression dans le truc parce qu'en fait, le football, c'est ce que j'aimais le plus au monde. D'accord. Et quand je suis dans le monde du football, bah, j'aime pas jouer au foot. Je perds l'amour du foot. Je perds l'amour du foot, pourquoi? Parce que moi, on joue au quartier, c'est dribbler des gens, c'est s'amuser. Ouais. T'arrives dans un cadre où on te dit, non, mais tu dribbles quelqu'un, tu sors du terrain. D'accord. Donc, t'as un cerveau d'enfant qui est là pour s'amuser. Pour toi, le foot, pour toi, c'est un amusement. Donc, quand toi, t'écoutes pas, mais que tu marques, mais qu'on te dit, t'as mal fait, 1 fois, 2 fois, 3 fois, pour moi, c'est pas du foot. Du coup, en fait, on t'impose des règles qui sont un peu à l'opposé de ta passion, en fait. De ma passion, de comment moi je vois de football. Donc moi, je me dis, si c'est ça le football professionnel, ça m'intéresse pas. Okay. C'est pas plaisant pour moi. En fait, je voyais pas ça comme un métier. Moi, je voyais ça comme un jeu. S'il y a de l'argent autour, tant mieux. Mais moi, en fait, j'ai grandi avec la tradition brésilienne. Je suis en 98. Désolé, j'étais pour le Brésil. Est-ce que dans la salle il y avait des gens qui étaient pour le Brésil comme lui, parce que c'est la première fois que j'entends ça, un Français qui est pour le Brésil. Est-ce que juste par applaudissement dans la salle il y a des gens qui étaient aussi pour le Brésil? Sortez de la salle. Mais pourquoi t'étais pour le Brésil? Moi, j'étais pour le Joga Bonito, le beau jeu. D'accord. Moi, c'est pas que j'étais contre l'équipe de France, c'est que pour moi l'équipe de France d'Aimé Jacquet, elle jouait mal. C'était pas du beau football pour moi. Mais tu es au courant quand même qu'ils ont gagné la Coupe du Monde? Je suis au courant. Ok. Je suis au courant. Et ils jouaient mal. Okay, je suis au courant. En 2002, encore le Brésil gagne. Mais je suis pour l'équipe de France. D'accord. Le Brésil, pour moi, ne joue plus comme ce que j'aime. Donc, mon amour du Brésil est parti. Moi, j'aime les fous. J'aime le gars qui prend le ballon, qui dribble 4 joueurs. J'aime le défenseur qui prend des risques. Est-ce que ça veut pas dire que toi, au final, t'aimes pas les règles, t'aimes pas qu'on t'impose les choses, t'aimes pas qu'on te met un cadre, en fait, j'aime pas qu'on me mette un cadre. C'est ça le truc. Moi, j'aime... En fait, tu vois, par exemple, quand j'ai continué un peu à jouer au foot après, d'accord, j'ai trouvé il y a un coach qui m'a dit, j'ai compris toi, je vais te mettre en 9, fais ce que tu veux. Donc ça veut dire, il y avait des règles pour tout le monde et il y avait quand vous pouvez donner la balle à Franck. C'est tout. J'étais le plus heureux du monde. Et il a tiré le meilleur de moi. Si je fais ce que je veux, je sais ce que j'ai à faire. À partir du moment où tu me dis, reste là, bouge pas, fais ci, fais ça, ça y est, c'est bon, tu m'as perdu. D'accord. Tu vois. Et ça, à chaque fois, c'est ça qui m'a enlevé du foot parce que la dernière année, en fait, je fais une saison formidable, entre guillemets. Et il arrive le truc que mes potes sont énervés contre moi jusqu'à aujourd'hui. J'ai refusé un contrat pro. Oh. Toi, t'as refusé de... Mais en fait, il est complètement paradoxal, ce monsieur. T'as refusé de l'argent, en sachant qu'on est des Africains, on a grandi dans des situations un peu de précarité. Toi, l'argent, non merci. J'ai refusé un contrat pro. Pourquoi? Parce que l'année, pareil, où je joue au foot, cette année-là, je suis le plus triste du monde. Ok. Le plus triste du monde. Dans ma famille, ça va pas, il y a trop de trucs qui vont pas, etc. Et, comme je te dis, j'étais très émotionnel. Et comme quelqu'un de très émotionnel, je suis pas quelqu'un qui est rationnel quand tu es émotionnel. C'est pour ça que maintenant, j'ai quitté l'émotionnel. Quand tu es émotionnel, tu n'es pas rationnel. Donc, en mode, j'étais
bah, si je suis pas heureux, c'est que même le foot me rend pas heureux. Donc, quand le contrat est arrivé, j'ai regardé le contrat. Tu sais que je l'ai même pas donné à ma mère. Hein. J'ai regardé le contrat. Parce que je pense que si tu l'auras donné à ta daronne, Ah non, elle elle m'aurait aura forcé. signé. Non, elle m'aurait forcé. Ça se trouve, avoir l'émission, elle va savoir. Je sais que j'ai jamais dit. Hein. Et Ah. moi, je cherche pas de problème. Hein. Donc, elle débarque à l'appart de la Villette. Tous mes amis sont au courant. Peut-être que D'accord. si elle voit l'émission, ce sera le premier jour qu'elle saura. Le contrat, je l'ai regardé. L'agent, il m'a rappelé. J'ai dit, je viendrai pas. Voilà, j'arrête le foot. Ok. Mon coach de cette époque-là, à la Colombienne, s'il voit cette émission, il se souviendra. Il m'appelle, il me dit, bon, on refait la saison ensemble. Je dis, j'arrête le foot. Il dit, pourquoi t'arrêtes le foot? Je dis, mais j'aime plus le foot. Et c'est réel, hein. Quand j'arrive au lycée, c'était au lycée ou à la fac? Non, à la fac. Quand j'arrive à la fac, la première année, je regarde quasi plus de foot. Wow. Plus. Je cherche juste du kiff dans ma vie. Et en fait, je trouve le kiff dans la réalisation de films. Donc, je regarde que des films toute l'année. D'accord. Et en fait, je reprends goût à la vie, je prends goût au plaisir. Et c'est là que je deviens entrepreneur. Parce qu'en fait, je kiffe tellement les tournages de films, tellement écrire, que je me dis, en fait, c'est ce que je veux faire. Donc, je monte une boîte. Pour aussi une deuxième raison, c'est qu'à la fac, on a des potes qui sont de Neuilly, de Passy, du 16e et compagnie. On va dans des bars, ils dépensent des 50 balles, 60 balles, sans problème, on a 18 ans. À 18 ans, t'es Renoir de quartier, jamais tu dépenses ça. Jamais de la vie, c'est trop Voilà. précieux. Voilà. Et donc, je me dis, attends, on sort, moi, je suis le gars qui boit des bières, c'est mort. Mais j'ai pas à boire des bières. En plus, déjà, pourquoi? À la base, j'aimais pas la bière à cette époque-là, déjà. Donc, je me forçais à boire un truc que j'aime pas. Donc, je me dis, ben, je vais travailler, je vais faire de l'argent. Donc, je commence à aller voir le kebab du coin, la fleuriste. Est-ce que vous voulez des vidéos? C'est comme ça que je commence à faire de l'argent. J'ouvre ma première boîte. Pour avoir le train de vie des mecs avec qui je traîne. Tu vois. Donc, comme je te dis, un peu forcé par la vie. Je vois, pour te donner une anecdote, je vais chez un des gars. Je rentre chez lui, c'est la première fois que je vois des tableaux, tu vois, de grands peintres, etc. En vrai. Tu vois, pas dans un musée, chez quelqu'un. Ouais. J'ai vu ça dans des films. Là, je vois ça chez quelqu'un. Okay. Là, je mange ma claque. Je vois la table, on dirait c'est du cristal. Je rentre, c'est la première fois que je vois un écran plat. On était, nous, c'est quelle année? 2005, 2006. Ouais. Je vois un écran plat sortir d'un meuble. Je me dis, cette richesse-là, elle existe. Le mec a un ascenseur chez lui. Ouais, toi, t'as des amis qui sont vraiment... Le mec a un ascenseur chez lui. Je dirais pas son nom, s'il voit cette émission, il se reconnaîtra. Okay. Le mec a un ascenseur chez lui. Son meilleur pote, c'est le fils d'un ministre français. Ok. Voilà ce genre de niveau de richesse. Quand moi je vois ça, et que moi dans ma tête ça existait que dans Will Smith, Prince de Bel-Air, des trucs comme ça, et que ce genre de maison, c'est tous mes potes qui ont ce genre de maison, je me dis, attends, les règles du jeu, elles sont pas bonnes. Tu vois? Parce qu'en fait, c'est pas le fait de le voir à la télé, c'est le fait de le voir en vrai, c'est pas pareil. Ton cerveau est disjoncte. Ouais, bien sûr. Tu vois, quand tu le vois à la télé, tu sais que des gens existent, tu sais que ça existe. Mais en fait, le fait de le vivre, de traîner avec les mecs, de voir qu'ils sont pas si extraordinaires que ça, mais qu'ils l'ont, tu dis, on m'a menti sur les règles. Moi, les règles, c'est HLM, si j'ai 2000 € par mois, c'est très bien déjà, sois content. C'est ça les règles qu'on me donne. Je vais avec des gens qui laissent leurs enfants pendant 2 mois parce qu'ils sont en train de voyager dans le monde, et leurs enfants, ils ont une platine. La première platine que je vois, c'est sur un de mes potes. Donc en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu as eu un autre regard de la vie parce que tu fréquentais en fait une autre catégorie en fait. Exactement. Et je remercierai jamais assez d'avoir connu mon lycée privé qui est à Courbevoie et du coup d'être travaillé de ce genre de potes à la fac. Donc il est important pour les gens du coup qui veulent s'en sortir, c'est aussi de sortir de leur zone de fréquentation, c'est d'aller en fait toucher d'autres communautés. Ouais. Pour pouvoir en fait voir en fait comment ça se passe aussi chez les autres. Exactement. C'est exactement. C'est quand tu fais une soirée dans le 16e que toi dans ta vie tu as fait des soirées de ouf, mais que tu vois ce que c'est une soirée de ouf. Ok. Tu vois ce que c'est les bouteilles les plus chères, tu les vois là et que des gens s'amusent à les verser dans leurs mains, littéralement. Des dingueries. Il y a des dingueries, si je vous dis raconter, vous ne croirez même pas, mais des dingueries, et toi, tu as 19 ans, 20 ans, tu vois ces dingueries-là devant tes yeux, et tu les as vues que dans des films, jusqu'à présent. Mais tes clips de rap de 50 Cent et tout, tu les vois en vrai. Les mecs sont amoureux de 50 Cent. Regarde le truc. On est dans le 16e. Ok. Get Rich or Die Trying.
les gosses connaissent les sons par cœur, mieux que moi. Ils connaissent tous les tracks. Et je te parle vraiment de gosses de blonds, yeux bleus. Hein. Ils connaissent tous les sons par cœur. Parce que ça fait écho à leur vie. Tu vois le truc? Okay. C'est-à-dire que nous, on le rêve, mais c'est là que j'ai capté pourquoi le rap est aussi écouté par des classes qui n'ont pas vécu ça. C'est parce que ça rappelle leur vie, mais sauf qu'ils le vivent vraiment. D'accord. Nous, on le rêve. Et donc, quand tu vois le truc, que quand il voit Windows Sharper Monaco, et que le gars, vraiment, il est vraiment parti à Monaco, dans ces rues-là, et qu'il t'explique comment la rue, elle est, toi, tu n'y es jamais allé. Lui, en fait, il se souvient de ses rêves. Toi, tu imagines, en fait. Voilà. C'est ouf, ça. Voilà. Et donc, ça te pose un truc, il te fait comprendre. Le papa, il est entrepreneur de telle boîte, l'autre, il est entrepreneur de telle boîte, tu vois que personne n'est salarié. Attends, moi, du coup, j'ai une question. Donne-moi ton avis par rapport, du coup, au communautarisme. Parce que, du coup, ce que tu dis, c'est que tu es sorti, en fait, un peu de ta communauté, tu es sorti de ta zone, tu es sorti, en fait, de ton cercle fermé, le foot, la famille, et du coup, les gens, justement, qui projetaient leurs rêves à travers, en fait, toi, ta capacité, en fait, à réaliser le leur. Et du coup, bah, tu t'es retrouvé dans une autre classe sociale, dans une autre communauté. Quel est aujourd'hui ton avis par rapport au communautarisme? Parce que là, on voit majoritairement, on est issu de la diaspora. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu en dis, toi, par rapport à ça? Je pense que c'est une force, c'est sûr. Genre, comment te dire? Faire un business ou même s'entraider, c'est une force. Mais en fait, il faut une ouverture vers le capital. Ça veut dire que, tu vois, même aux États-Unis, hein, ils sont en mode, on est ensemble, etc., etc. Mais tu vois que l'ouverture du capital, elle se fait toujours vers l'extérieur, quoi qu'il arrive. Il y a un moment donné, elle va arriver. Un Jay-Z, on l'a déjà vu serrer des mains de différents hommes d'affaires. Et tu vois très bien qu'en fait, au bout d'un moment, t'es capé. Il va avoir un plafond. Ouais, c'est vrai. Que tu le veuilles ou pas, il va avoir un plafond. Pourquoi? Et moi, je vais faire un rapport à la communauté asiatique. La communauté asiatique, elle peut se permettre encore d'être un peu fermée parce qu'en fait, tu auras toujours des hommes d'affaires extérieurs qui pourront injecter du capital. Nous, on est trop répartis dans plein de pays différents. On n'est pas un pays. On est plus de 50 pays en Afrique. Donc, tu vas voir comment des gens vont miser sur leur communauté nationale et pas sur une communauté d'ensemble. Donc, ça divise les forces. Tout à coup. C'est plus la même force de frappe. Tu vois, là, récemment, je traînais avec un pote qui est un rappeur thaïlandais. Ok. Tu te dis rappeur thaïlandais, ils ne doivent pas être friqués. Il est plus friqué que la plupart des rappeurs français. Ok. Tu vois, il est rappeur thaïlandais. Et leur économie, tu vois qu'ils me racontent leur économie. Moi, je suis parti là-bas voir dans sa vie, je deviens fou. Classe G, des maisons de rêve. Et c'est un royaume. Tu vois, tourne autour du roi. Le roi, il a voulu faire quoi? Il a voulu monter une classe moyenne en faisant quoi? En faisant que les Thaïlandais possèdent le sol. Ouais. Donc, tu peux rien faire sans un Thaïlandais. Ça a permis à les Thaïlandais de créer une classe moyenne. Et en fait, quand tu crées une classe moyenne dans un pays pauvre, le pays il est plus pauvre. Tout d'un coup, tu as une force de frappe. Et je me suis rendu compte qu'ils n'ont pas besoin du tourisme. Ils ont déjà des gens qui ont de l'argent dans le pays. Quand tu vas dans des restaurants de dingue qui ont le prix de Paris, il n'y a que des Thaïlandais. Il n'y a quasiment pas de touristes. Les touristes qui ramènent en Thaïlande, justement, ils n'ont pas le pouvoir d'achat d'aller dans ce genre d'endroit. Quand tu commences à voir tout ça, tu dis, OK, le communautarisme, c'est bien, mais il faut une porte d'ouverture vers le capital. Il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui ait cherché le capital là où il se trouve. Et là où il se trouve, malheureusement pour l'instant, il se trouve vers d'autres communautés. C'est hyper important et super intéressant ce que tu dis parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Enfin, malheureusement, c'est souvent les gens qui ne sont pas vraiment dans le business. On va prendre l'exemple de Kilimasol qu'on salue si elle nous regarde. Du coup, beaucoup de gens de la communauté lui ont tourné le dos parce qu'ils se sont sentis un peu trahis. Parce qu'elle a commencé du coup à créer, je spoil un peu son parcours, mais et je le fais à ma manière en paraphrasant, c'est qu'elle a commencé à créer des produits de beauté destinés aux cheveux afro, crépus. C'est devenu en fait des cheveux texturés. Et aujourd'hui, elle est multimillionnaire parce qu'en fait, elle s'est ouverte, comme tu as dit, aux autres. On a pu injecter du capital dans son business et beaucoup de gens de la communauté afro se sont sentis trahis parce qu'ils ont dit, en fait, tu t'es servi un peu de nous parce que, en fait, en vrai, nous, on t'a fait confiance, on t'a donné des sous et là, aujourd'hui, ce que tu nous proposes, en fait, ça nous correspond plus et on ne se sent plus concernés. Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui sont OK et qui valident ce que je dis ou bien il y a des gens qui sont en mode, non, en fait, elle avait raison d'ouvrir... Et là, il n'y a plus personne. Tu vois, ils n'osent pas comme c'est filmé. On est OK. Donc, du coup, toi, par rapport
aux gens de la communauté qui peuvent se sentir trahis parce qu'au début on a commencé avec eux et que demain en fait on va s'ouvrir en fait à d'autres communautés, à d'autres investisseurs, à d'autres personnes, et on va en fait essayer de créer d'autres déclinaisons de notre business qui vont aller toucher d'autres personnes. Qu'est-ce que tu dis justement à ces gens-là? Moi, je leur dis que l'important, en fait, on confond le social et le business. On fait pas du social. Si tu veux faire du social, tu fais une association. Le business, l'argent, il n'a pas de couleur. Tu vois. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et beaucoup de gens, mais ça, moi, j'appelle ça la broculture. Quand tu viens d'un milieu pauvre, tu confonds beaucoup le social et le business. Tu vois, il y a beaucoup de gens, ils ont des restaurants, ils vont faire une ardoise aux gens. Ouais, mais il n'a pas trop les moyens d'eux, pas trop les moyens d'eux. Est-ce que tu vois Carrefour faire ça? Est-ce que tu vois d'autres business faire ça? Non. Moi, il y a d'autres communautés, je vois les gens venir à l'ouverture du restaurant, payer même plus pour dire, frérot, je te supporte. Wow. Donc, parce que je te supporte, je vais même commander plus. Parce que je veux que tu gagnes. Moi, par exemple, mon livre, quand il sort, j'ai des amis, ils ont acheté 3 livres d'un coup. Pour les offrir, pour supporter. Et en fait, c'est cette mentalité qu'il faut avoir. Mais au contraire, tu vas avoir la broculture qui va dire, parce que t'es mon pote, je vais manger gratuit. Tu coules son restaurant. Et on a plein de potes comme ça qui ont ouvert des business, tu vois, qui coulent parce qu'ils ont fait du social. Ils n'ont pas fait du business. Tu vois, il y a un entrepreneur sénégalais qui disait la dernière fois, même mon père, quand il demande, il paye pour sa société de nettoyage. Et il y a des gens qui ne comprenaient pas. J'ai dit, mais les gars, vous ne comprenez pas. Moi, un jour, j'étais au Georges V, on m'a dit que le propriétaire, qui est un prince saoudien, il paye sa chambre. D'accord. C'est le proprio. Il paye sa chambre. Quand tu vois ce genre de mental, il est milliardaire, c'est son hôtel. Ça montre quoi aux salariés? Si même lui, il paye, personne n'aura de passe-droit. Tu vois, directement, ça installe un truc chez tout le monde dans la boîte. Le proprio, quand il vient, il passe sa carte. Donc, il n'y a personne qui va dormir ici gratuit. Tu vois. Et c'est ce genre de mentalité de rigueur quand tu l'as, même de faire travailler un pote. Ton pote, tu le fais travailler s'il a les capacités. Pas parce que c'est ton pote. Tu vois. LeBron James, j'ai lu ça dans un article. Tous ses potes, ils sont allés à l'université travailler, comprendre le business pour bosser avec lui. Okay. Et c'est ce qu'il a imposé. Quand il a signé, si vous n'avez pas le niveau, vous ne bossez pas avec moi. Parce qu'il sait, lui, où il va, où il prétend aller. Et on a vu sa carrière après. Bien sûr. Mais là où il prétend aller, si toi, tu n'as pas le niveau pour suivre, ne sois pas un frein. Tu vois, même en fait, par amour pour ton pote, normalement, tu devrais dire, j'ai pas le niveau, je m'écarte. Mais il y a beaucoup de gens, ils préféreront rester là. Et en fait, t'es un frein à ton pote. T'es pas une avancée pour lui. Moi, il y a des projets, vraiment, il y a des projets musicaux. À un moment donné, j'avais pas la soupape pour y aller. Une discussion avec la personne, j'ai dit, moi, je m'écarte. Là, je suis arrivé à mon maximum de capacité. Je serais pas capable de t'amener plus haut. Cette personne, jusqu'aujourd'hui, on se parle. Cette personne dit, mais frérot, je te respecte pour ce que t'as fait. Je te respecte pour le fait que t'es toi-même assumé le fait que t'as pas le niveau pour aller plus haut. C'est ouf, ça. Tu vois. Et ça, pour moi, c'est la plus grande preuve d'amour pour ton pote. Bien sûr. Tu vois. Une question, parce que j'en suis sûr, dans cette salle, il y a des entrepreneurs, du coup, ou des porteurs de projets, ça fait un écho de fou par rapport justement à cette capacité de passer du business à l'association. Comment on peut justement, selon toi, réussir à vraiment avoir un espèce de changement de mentalité en mode, là, je me mets en mode business, et il n'y a pas de pitié. C'est-à-dire, tu rentres dans mon restaurant, tu payes, j'ai sorti un livre, tu payes, j'ai un bar, tu payes. Comment on arrive en fait justement à faire ça? C'est l'émotionnel, tout simplement. Mais ça, je te dis, quand tu n'as pas eu d'argent dans ta vie, tu es très émotionnel. C'est vrai. Tu vois. Moi, quand je remets encore les gars du 16e Neuilly, tout ça, très froid. Il y a des moments pour être pote, et des moments, ils sont très froids. Tu vois. Il y a des gens que je connais quand on bosse, mais j'ai l'impression que c'est mes ennemis, limite. Tu vois. Mais j'ai compris avec l'âge. Tu sais, au début, moi, je mélangeais les deux. La personne, on finit la réunion, elle te parle, elle te tape sur l'épaule. Mais elle vient t'incendier dans une réunion. Tu vois. Mais en fait, quand tu grandis, quand tu as la maturité, tu comprends que non, mais c'était le travail. C'est pas personnel. Il n'y a rien de personnel ici. C'est juste, t'as merdé et je devais te le dire. Il y a un entrepreneur, j'ai vu là, on m'a envoyé la vidéo tout à l'heure. Il disait avant, il prenait que des gens par rapport au fait des infinités et tout. Et il avait que des bénis oui-oui autour de lui. Du coup, son entreprise, elle a coulé. Et il a compris une chose. Non, il faut avoir des gens qui te challenge. Il faut avoir des gens qui te disent la vérité. Tu vois.
Et te dire la vérité, c'est aussi dire la vérité à tes potes. Tu vois, moi, quand un pote, un jour, il est arrivé, il a dit, les gars, je vous ai fait 10 balles le plat, mais je suis en difficulté en ce moment, je vais vous faire payer le vrai plat. Il y a des gens, ils ont commencé à murmurer. Je dis, mais vous êtes des fous. Il dit, il est en difficulté, donc il a besoin qu'on paye le vrai prix. Normalement, même, on devrait même payer plus. On devrait ramener des gens, on devrait l'aider, pas murmurer. Ça n'a aucun sens. Mais tu vois, mais c'est ça, en fait, c'est un cercle comme ça parce que tu as grandi comme ça. Et on a grandi dans des quartiers, on a grandi comme ça. C'est pour ça qu'il faut sortir de son cercle et aller voir comment les autres ils fonctionnent. Et les autres, quand on voit comment ils fonctionnent, comment ils sont durs en affaires, ils sont durs en business, ils sont durs avec leurs proches, mais c'est parce que c'est la jungle dehors. C'est la jungle. Quand ton entreprise est ferme, demain on t'a oublié, on passe à quelqu'un d'autre. Il n'y a personne qui pleure pour toi. C'est toi tout seul qui va pleurer à la fin. Tu vois. Et quand tu le sais que c'est toi tout seul qui pleure à la fin, une fois, 2 fois, mais pas 3. Au bout d'un moment, ça y est, tu commences à être de pierre. T'es totalement en pierre, comme ils disent les jeunes. Et quand t'es en pierre, tu comprends tout de suite. Tu vas voir que tu vas éliminer très vite tes bullshit, tout ça. Il y a des gens qui viennent... Moi, pourquoi j'ai arrêté beaucoup avec plein d'artistes, par exemple, des jeunes artistes rappeurs, tout ça, je fais, vous n'avez pas encore la mentale. Prenez les petits réalisateurs, les jeunes réalisateurs qui commencent, qui débutent, il faut faire à 300, 400 euros, il n'y a pas de problème. Moi, le niveau de vie que j'espère pour moi, c'est pas de passer 2 mois sur un projet à 400 euros. Et on me dit, tu te la racontes. Je dis, non, je viens de te dire la vérité. Tu préfères que je te mente et que je fasse ça en dilettante ou que je te dise, je ne le fais pas parce que c'est pas ce que j'espère dans ma vie. Donc, du coup, l'émotionnel est un plafond de verre pour beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de porteurs de projets. Ouais. Parce qu'en fait, ils pensent tout de suite, en fait, du coup, à une espèce d'empathie, à comment l'autre, en fait, va le juger, la poche de l'autre. Et en fait, en vrai, en affaires, il n'y a pas ça. Yeah, mais c'est même pire. Tu vois, par exemple, il y a des gens qui n'ont jamais connu un certain niveau, mais ils vendent un produit à un niveau qu'ils n'ont jamais payé. Tu vois, on va dire que tu as l'occasion de pouvoir, je sais pas moi, vendre des baskets. Ok. Et il s'avère que toi, tu n'as jamais mis plus de 90 euros dans des baskets. Maintenant, quand tu regardes tes coûts, ton DAF, donc ton directeur financier, te dit, bah, on ne peut pas les vendre en dessous de 250, vu les matériaux qu'on utilise. Toi, tu vas dire, mais jamais personne va acheter des baskets de 150 euros. Et ça, c'est ta limite à toi. C'est ta limite mentale à toi. Parce que toi, tu n'as jamais mis cet argent. Mais il y a combien de gens qui mettent même plus que ça dans des baskets? Tu vois. Mais vu que tu n'as jamais connu ces gens-là, comment toi, tu peux t'imaginer que c'est ce prix-là? Donc, toi, tu vas vouloir vendre moins cher. Ton directeur financier t'a dit, tu vas faire banqueroute si tu vends à ce prix-là. Et tu as plein de gens, c'est quoi? C'est juste parce qu'ils ont mal pricé qui coulent. Moi, tu vois, par exemple, il y a plein de gens qui me demandent où tu te coupes les cheveux. Moi, je me coupe les cheveux, ça coûte 90 euros. Voilà. T'as entendu derrière, là? Son émotion, elle a parlé. Oh, putain! Ça coûte 90 euros. Je me coupe entre 1 fois par semaine et 10 jours maximum. Ok? La personne que je paye, là, ça lui permet de ne faire que ça dans sa vie et de vivre. Moi, je suis hyper heureux d'aller là-bas et de savoir que cette personne, elle est à l'aise dans son travail, qu'on n'a pas une file d'attente, que quand on vient, t'as 10 minutes max d'attente. Parce qu'elle est à l'aise, donc elle sait comment, elle fait pas du surbooking. Tu vois, et du coup, t'es très bien accueilli, tout est propre, t'es bien installé, tout est bien fait, et tu ressors de là, limite, c'est un moment paisible. Et en fait, tu te dis, quand tu payes 30 balles, là, un jour, je me suis posé la question, parce que j'avais un coiffeur, je payais 30 balles. Je me suis dit, tu vis comment, frérot? Il me dit, comment ça? Je dis, mais c'est une question, parce que là, en tant qu'entrepreneur, je suis en train de faire un calcul. Tu peux pas être plein tous les jours. Ton max, c'est le week-end. Allez, dans le week-end, on va dire, si tu fais, j'exagère, 20 coupes. Comment tu arrives à payer ton loyer? Comment tu arrives à payer le local? Comment tu arrives à être rentable? Il me dit, mais je peux pas faire plus cher. J'ai dit, mais tu vas faire plus cher parce que c'est toi qui veux pas faire plus cher. Il me dit, mais les gens ne peuvent pas payer plus cher. J'ai dit, je t'assure, frère. Un jour, je suis parti au Ritz voir un de mes clients. Son barbeur l'a facturé 350 euros. Explique-moi comment le barbeur, elle a dit 350 euros. Il a réussi à avoir un client. Toi, tu es à 30 euros, il t'a pas appelé. Pose-toi la question. Si c'est le prix qui ramène le client ou si c'est la prestation que tu fais qui va caper le type de client que tu veux. Et moi, la barbeur là qui s'occupe de moi, elle a même des ministres. Elle a même des ministres en client. Ouais, tu vois le truc? Non, mais je vois parfaitement ce que tu veux dire. Tu vois, mais je pense que il y a quand même en fait certaines étapes à respecter. Non, tu me dis si je me trompe ou pas, avant justement de pouvoir afficher
des tarifs qui vont te permettre de pouvoir aller dans la rentabilité. Parce que beaucoup de personnes ici et des personnes qui vont nous regarder, ils ont une expertise, une expérience, mais ils n'ont pas pu en fait justement démontrer et prouver que leur expertise et l'expérience vaut un 250 € de prestation de barbeur. Parce que ça dépend où tu le fais. Évidemment, que si tu le fais à Saint-Denis, tu dis ça à 250 €, c'est pas logique. Bien sûr. Tu vois, en fait, c'est là où est le salon. En fait, il faut prendre le truc à l'endroit. Je veux un certain niveau de vie. Moi, c'est comme ça. Avant, c'est simple. Avant, on me donnait 200 €, 250 € pour une vidéo, je courais. Je faisais aller 5 000 € de chiffre d'affaires dans le mois. J'étais tellement content. Je fais 5 000 € par mois. Déjà, c'est stupide. Parce que tu payes les charges, les cotisations sociales, donc tu fais pas 5 000 € en vrai. Donc déjà, tu réfléchis à l'envers. Je suis en train de me dire, ok, mais en fait, je me bousille la santé. Je cours partout. Mais il n'y a rien de logique là. Des fois, je dors 2-3 heures, j'enchaîne. Est-ce que c'est ça que je veux? Et maintenant, je commence à lire des livres d'entrepreneurs américains qui te disent, c'est quoi ton confort de vie que tu veux avoir? Donc, comme tu dis, il y a des étapes. Ouais. Mais quel est ton confort de vie que tu veux avoir? D'abord, il faut accepter de perdre au début. Il faut accepter de rien gagner au début. Et quand tu viens de la mentalité pauvre, tu veux gagner dès le début. Ouais. Tu veux tout de suite faire du bénéfice. C'est là qu'on se trompe. Tu vois, une start-up, elle perd de l'argent. Mais elle est consciente de ce qu'elle est en train de faire parce qu'elle va gagner de l'argent plus tard. Mais elle fait son positionnement tout doucement vers ce qu'elle veut. Donc, au début, tu fais quoi? Si il faut que tu sois gratuit pour certaines personnes, tu l'es. S'il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup, tu le fais. Mais en fait, tu tires ton avantage vers ce que tu es en train de faire pour ton but. Donc, quand il y a une star, Jamie Foxx, qui est là, tu dis, Jamie, je te la fais la coupe. Tu le mets dans un cadre incroyable, tu payes, tu dépenses, etc. Même si c'est une suite, etc. Le mec, quand il a la coupe, il dit quoi? C'est incroyable, il y a un gars en France, il fait des coupes de dingue, il m'a reçu dans un hôtel, c'était magnifique, il m'a mis des cookies, tout ça, etc. Et il en parle à tous ses potes. C'est un investissement. Tu dis pas à Jamie Foxx, c'est 30 €. Tu préfères lui faire gratuit. Et là, tu retires le bénéfice derrière, parce qu'il va en parler. Et c'est ces investissements-là que tu fais au début. Quand maintenant on voit 1, 2, 3 têtes comme ça que tu as posté et que toi, tu annonces 100 €, on trouve ça normal. Tu vois. Et c'est comme ça que tu vas tirer en fait ton bénéfice. Et c'est ces stratégies-là qu'il faut avoir. Mais les gens ne sont pas stratégiques. Si tu n'es pas stratégique dans ton truc, que tu ne dis pas dans 3 ans, il faut que je sois dans ce positionnement-là, ça va être compliqué. Et je te rejoins sur ça parce que j'ai des potes, ils avaient fait une marque de vêtements de luxe. Ok. On les connaît ni d'Ed ni d'avant. Ouais, c'est ça, je voulais revenir exactement. Ils font une veste à 500 €, une chemise à 500 €. Ouais. Moi, je les regarde. Je dis, les gars, je vous soutiens, je vais acheter une chemise. J'avais acheté une chemise chez eux à 500 €. Je ne sais même plus où elle est. Je l'ai acheté parce que c'est mes gars, je soutiens et tout, etc. Et je dis, les gars, le problème, le magasin, il est à Châtelet. Ils comprennent pas. Je dis, le magasin est à Châtelet, les gars. Ils me disent, ouais, mais je dis, mais si c'est à Châtelet, tout le monde à côté a des chemises à 80 €. Vous pouvez pas vendre des chemises à 500 € à Châtelet. Donc, le positionnement est super important. Voilà. Restez en ligne, prenez un hangar, vendez du rêve. Ça va plus nous toucher que si je viens dans un magasin. Je vais venir qu'une fois, moi. Je ne viendrai pas 2 fois. C'est clair. Tu vois? Et donc, tu veux être dans ce luxe-là, reste en ligne, attends d'arriver à un certain niveau. Et là, tu ouvres ton magasin, rue Saint-Honoré, machin bidule chouette. Et même tes potes qui ne voulaient pas acheter ta chemise à 500 €, quand ils arrivent maintenant rue Saint-Honoré, ils vont l'acheter à 500 € parce que tu es dans la bonne rue. Le positionnement, l'accueil, tout ce qui est fait à l'intérieur justifie le prix. Tu vois. Mais graduellement, tu vois, il y a plein de gens qui savent qu'il y a plein de marques Ralph Lauren, ils ont 2 gammes. Il y a la gamme que tout le monde connaît et il y a la Ralph Lauren Label. C'est pas le même monde, c'est pas le même prix. Tu vois. C'est toutes ces choses-là, en fait, que quand tu sais stratégiquement ce que tu es en train de faire, que tu vas aller là où tu dois aller. Et c'est pour ça que les gens, ils voient des Amiri qui sortent par-ci, des Off-White qui sortent par-là, etc. Oui, mais qui a apporté la marque? Comment il a fait sa stratégie? Comment il a avancé la chose pour que tu aies aujourd'hui envie de mettre 600 € dans un hoodie? Il y a toute une stratégie derrière. Ils ne sont pas venus comme ça. Mais il faut accepter de perdre au début pour gagner à la fin. On peut encore applaudir Franck, s'il vous plaît, pour ce qu'il vient de dire, parce que c'est très, très fort. Très, très fort.
Très, très fort. Et là, on voit que tu étais un sensei du mindset. C'est très, très bien. Parce que de tout à l'heure, derrière moi, j'entendais ah, les gars, ils sont en train de redécouvrir le monde et c'est génial. En tout cas, j'espère que vous passez un bon moment. Parce que là, on va rentrer sur quelque chose qui va tous nous intéresser. Justement, tout à l'heure, tu parlais, avec l'exemple du coiffeur de Jimmy Fox, de le poster, de contenu. Et toi, tu es passé un maître en création de contenu. On te voit partout. Sur TikTok, tu postes des vidéos, mais presque tout le temps. Et du coup, moi, je sais qu'à la part de la Villette, avec mes collègues, je me prends la tête à faut que la lumière soit bien, il faut que le son soit bien, on fait un montage, il faut créer du DJisme. Toi, t'es même pas dans tout ça et tu crées. Elle est où ta stratégie? Comment t'as fait? Toujours cette question du pourquoi, du comment. T'en es arrivé à là. Aujourd'hui, sur TikTok plus particulièrement, t'as un compte à plus de 300 000, presque 400. Comment t'arrives en fait justement à créer autant? Et c'est quoi, encore une fois de plus, ton mécanisme de pensée, de création de contenu? Alors au début, j'avais un stagiaire. C'est lui qui m'a poussé à faire TikTok. Ouais. Moi, là-bas, je me disais, un mec de mon âge sur TikTok, je vais me faire incendier. Ouais. Et il a dit, mais non, pas du tout, etc., etc. Ils vont t'appeler tonton. Tu vois, tu vas être notre tonton à tous et tout. Et il a 20 ans, il me disait ça, non, tu vas être mon tonton, je t'assure. C'est qu'est-ce qu'en fait, quand on se parlait tous les jours, il me disait, il racontait ce que je disais à sa mère, tu vois. Et il disait, mais lui, il est devenu comme ton tonton, quoi. Il dit, exactement, il est comme mon tonton. Donc, il pose tout le temps des questions. Et ce que j'aimais bien avec lui, c'est qu'il pose tout le temps des questions sur tout. Il veut tout savoir, comment ça marche, comment ça marche. Et un jour, il me dit, tu devrais faire un TikTok et raconter tout ce que tu me racontes. C'est lui qui dit ça? Ouais. Je dis, mais qui va s'intéresser à ce que je raconte? Je dis, mais t'as même pas idée de qui va s'intéresser. Je dis, nous, les jeunes, en fait, on n'a pas de grands frères. On n'a pas de grands frères. Vous, votre génération, vous aviez des grands frères. Ouais, nous, vrai. on n'a pas de grands frères. C'est-à-dire, nous, là, on est livrés à nous-mêmes. Donc, il faut des gens comme toi. En fait, vous aviez eu les passations. Vous aviez des espaces où vous aviez vos grands qui venaient, soit des rappeurs, soit des entrepreneurs qui venaient. Et donc, vous, votre génération, elle a entendu des gens d'un âge plus haut dire des choses. J'ai dit, ouais, mais à un moment donné, ça s'est tombé. Bref, à un moment donné où il y a eu un problème. Une vraie séparation, un vrai... Voilà, il y a un moment où il y a eu un vide. Il y a eu un vide, voilà. Ouais. Et donc, du coup, un soir, comme ça, 3h du matin, je fais ma première vidéo. Et lui m'avait prévenu, il a dit, par contre, regarde pas le score. D'accord. Ne regarde jamais Moi, le je score. regarde que le score. Je vois des 300 vues, un coup, je vois 12 000 vues. Et il me dit, voilà, et il me dit, regarde pas. C'est très important. Ça va te décourager. D'accord. Il m'a dit, dans 1 mois, on en reparle. Et je dis, mais postez quand? Quand tu veux. Comme tu veux. Je dis, mais il n'y a pas des trucs de 1 minute, 2 minutes. Il dit, non, mais toi, dans ton domaine, pose comme tu le sens. Tu sens que tu as une idée là? Mais c'est à 3h du matin, envoie. Sérieux? Ouais. Il me dit ça comme ça, envoie. Sur TikTok? Ouais. Il me dit juste envoie. Ça les fait amis, 10 minutes. là, on est en train de vous donner une règle, là, pour percer. Oh là là, les gens ne sont pas concentrés, putain. Et moi, au début, Ok. ouais, j'étais dans ce truc-là, je vais mettre une bonne caméra et tout. Il dit, non. Sérieux? Faut qu'on ait l'impression qu'on est avec toi. On est avec toi. Tu vois, là, la conversation qu'on a là? Ouais. Il faut qu'on ait l'impression quand t'as mis ton téléphone, c'est comme si j'étais en FaceTime avec toi. T'es en train de me parler. Fais ça. T'as besoin de me parler 10 minutes. Parle-moi 10 minutes. Parle. Au début, je fais que des longues vidéos parce que je sais pas faire court. Donc j'envoie. Et tu regardes toujours pas les scores? Et je regarde pas. C'est lui, au bout de 2 semaines, il me dit, il se passe un truc. Et c'est lui qui commence à commenter au début pour moi. Il me dit, il se passe un truc. Et du coup, tu mets les hashtags, enfin, donne-nous vraiment Au début, je mets les hashtags. Ouais. Il me dit, on va Donc, commencer. description, tout ça. Je fais ça, tout ça. Ouais. C'est lui qui me disait, mets pas. Je dis, non, mais t'abuses là. Ouais. Donc moi, j'étais là. Ouais. Je sais pas si vous voyez les dernières vidéos, je mets plus rien. Je mets juste des descriptions. D'accord, même plus d'hashtags. Je mets plus d'hashtag. Même plus de musique calée. Je mets pas de musique, je mets rien. C'est lui D'accord. qui m'a dit depuis le début, mets pas de musique, suis pas trend, mets pas de hashtag. Ok. Laisse l'algorithme te découvrir et après, quand l'algorithme il va te connaître, il va te trouver ton public. Lui, il m'a dit ça dès le début. Mais moi, j'avais trop peur. Tu vois. Et ça, à un moment donné, j'ai lâché prise avec ça. Tu vois. Et en fait, je voyais que les vues, elles descendaient pas. Et en fait, c'est lui qui m'a dit, c'est toi qui vas entraîner l'algorithme. C'est pas l'algorithme qui s'entraîne. En fait, les gens, ils croient que l'algorithme, il va vers toi. Non. L'algorithme, il essaie de comprendre ce que tu es en train de faire. Et il le propose à des gens. Mais quand il voit qu'il y a plein de gens qui sont captivés, et en fait, il me dit, c'est pas une histoire de 10 000 vues. Hein. Des fois, ça peut être que 1000 vues. Mais ici, il voit en fait que s'il montre à 1000 personnes, t'en as 800 qui restent, c'est que c'est intéressant. Tu vois. Et en fait, te base pas sur le fait que tu as 800 vues.
Base-toi sur le fait que, en fait, 80% là, des gens, ils regardent. Donc, ça va monter. Et j'ai des premières vidéos qui sont passées à 100 000, 200 000, 400 000, etc. À un moment, un jour, il y a Miss France, dernière Miss France qui commente. Et je suis en mode, OK. Et il me dit, c'est exactement ça. Ça, c'est TikTok. C'est Instagram qui est plus compliqué. Il me dit, mais ça, c'est TikTok. TikTok, tu vois pas tes amis. Tu vois ce que tu scrolles. Tu vois. Mais est-ce qu'il y a ce truc-là aussi de justement se connecter à TikTok, liker, partager dans TikTok pour pouvoir donner aussi de l'information à l'algorithme et lui dire que voilà, t'es pas juste un gars qui vient par profit. Et au contraire, t'es dans la communauté TikTok. Ça, c'est ce que je faisais au début. J'étais là, je commentais, j'étais présent et tout. Mais là, je le fais même quasiment plus. Mais non. Je like et commente vraiment les trucs que je kiffe. Mais je me force pas, en fait. Avant, je me forçais parce que je croyais que c'était dans le truc, etc. Mais en fait, au bout d'un moment, je me dis, en fait, Franck, juste sois naturel. Juste sois naturel, sois toi. Vraiment, quand t'aimes quelque chose, partage-le. Si t'aimes pas, calcule pas. Ça fait que j'ai de plus en plus de choses qui ressemblent à ce que j'aime. Vraiment, mon feed commence à vraiment ressembler à ce que j'aime. Et du coup, j'ai de plus en plus de choses que j'ai envie de partager. Mais surtout, quand je poste une vidéo, vraiment, il y a de l'interaction, il y a des choses. Des fois, je fais des tentatives d'expérience. Ça peut marcher, pas marcher. Mais j'ai l'impression que maintenant, l'algorithme, il veut que j'ai un format. Il m'a poussé un format, je me fous devant ma caméra, etc. Là, je tente un peu des trucs un peu plus léchés avec des belles caméras et tout pour voir, mais ça ne fait pas plus de score que mon téléphone. Eh ben, est-ce que vous étiez au courant de tout ça par applaudissement? Si oui, applaudissez pour voir si vous savez. Ouais, tu vois, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Hein. Et maintenant, les gens qui n'étaient pas du tout au courant et qui n'avaient aucune idée de l'ascension sur TikTok, applaudissez pour voir si vous n'avez pas du tout d'idée. Ouais. Mais en tout cas, là, tu viens de nous donner une vraie clé. Même à moi, personnellement, et moi, perso, moi, je suis un vieux, moi, TikTok, moi, j'ai du mal. Moi, j'ai mes alternants, pareil, aussi, mes stagiaires qui me disent, non, mais il faut aller sur TikTok ou autre. Je dis, je vais foutre quoi sur TikTok? Moi, j'ai pas le temps. Et là, on te voit, t'es bien dans ta catégorie. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, t'as plein de casquettes. Réal, si, ça, t'es dans l'organisation d'événements, spécialement pour la communauté Asia. T'écris un livre. Comment, aujourd'hui, t'as réussi à savoir enfin quel était ton domaine de compétences, là où du coup tu excellais, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu, je sais pas, une espèce de coïncidence, on te l'a conseillé comme ton stagiaire, ou bien du coup, bah, tu t'es découvert petit à petit, c'est la vie qui t'a emmené vers là? Les films, c'est parce que, je crois que je devais être ado. Ma mère, elle avait, tu vois, les caméras à l'ancienne, caméscope. Ouais. J'ai son caméscope, et un été, je suis là, on s'ennuie, parce qu'il n'y a pas de tal, on peut pas aller en vacances. Et je vois qu'il y a plein d'amis qui n'ont pas d'argent, qui ne peuvent pas aller en vacances. Je dis, bah c'est bien, on va se faire un film de vacances. Tu vois, parce qu'il y a un film à l'ancienne, je ne sais plus c'est quoi le titre, qui était un peu filmé comme ça, en mode film de vacances et tout. Et ça m'avait grave inspiré. Je me dis, je vais faire un film comme ça. Donc je prends ma caméra, je filme les gars qui sont en train de rapper. Je filme qu'on va au parc. Je filme plein de trucs. Et j'en fais un montage parce que j'avais le double caméscope. Tu sais, le truc, t'enregistres après sur l'autre, et je faisais mon montage comme ça. Ouais, bien sûr. Les meilleurs trucs que je gardais, j'enregistrais sur une cassette. Cette cassette-là, elle a fait le tour de mon quartier. Je ne l'ai jamais retrouvée, la cassette. Et apparemment, elle est arrivée sur le bureau d'une personnalité municipale, c'était à Agnières-sur-Seine. Tu vois. Et là, il me contacte. Moi, je croyais que j'avais fait des dingueries, parce qu'il y a des mecs qui fument de la drogue dedans. Tout ça. Je me dis, on va me mettre en prison. Il va m'arriver des dingueries. Et pas du tout. Service culturel, on aime beaucoup ce que vous avez fait. Si vous avez besoin de subventions, de quoi que ce soit, vous nous dites. Subvention, argent, ok, moi je suis là. Je dis, je vais faire un court-métrage avec mes gars, mais je veux avoir de meilleures caméras. Et du coup, ce sont les premiers trucs que j'ai, parce qu'en parallèle, j'étais en train d'être dans une association qui s'appelle les Engraineurs à Pantin. Et on avait commencé à faire des petits films, tu vois, de quartier, etc., qui sont associatifs, donc ils ont des subventions grâce à ça. Et je commençais à kiffer. Et j'apprends l'acting, parce qu'il y a des vrais acteurs qui viennent nous enseigner. Je commence à kiffer l'ambiance, tout ça. Et là, je me dis, j'ai envie d'être réalisateur. Et c'est là que je monte ma boîte où je fais des pubs, etc. Et en fait, j'ai très vite appris que quand tu as des wins, c'est bien d'encaisser les wins d'abord avant d'aller sur un autre projet. D'accord. Tu vois. Et donc, ça, c'est le truc que j'ai gardé en tête. Il faut attendre que tu as un projet qui est mûri, que tu te dis, je suis fort à ça, pour tenter d'autres choses. Comme ça, si tu te rates, tu sais que tu as un projet où tu es fort. Après, il faut trouver le projet. C'est pour ça qu'il y a eu des tentatives. Moi, ça n'a pas pris longtemps pour trouver le truc où je me sentais fort. Mais il y a d'autres entrepreneurs, je leur dis, tentez.
Mais prenez un truc que vous aimez, déjà de base, parce que vous n'aurez pas l'impression de travailler. Et ça, je pense que c'est méga important. Quand tu as l'impression que c'est un truc qui a un poids, tu vas abandonner. Parce que tu as l'impression que tu n'es pas libre. Mais dès que c'est un truc que tu aimes, même si tu as un client relou, tu aimes ce que tu fais. Ouais. Donc tu t'en fous. C'est un jeu. Tu vois. Et c'est le côté enfantin que j'ai garé dans ma tête, c'est que faut que ce soit un jeu pour moi. Faut que ce soit amusant. Quand c'est amusant, comme à l'école, j'apprends vite. Quand j'ai quelqu'un qui me stresse, qui est là, qui veut me mettre des cadres, c'est mort, j'aurai des nouvelles Il faut quelque chose qui te stimule, qui te passionne, voilà. qui te fait vibrer, qui te... Voilà. Okay. Et donc de ça m'a permis d'avancer, de faire des vidéos de soirée. Et dans les discussions, parce que je suis très curieux, j'aime bien poser des questions, quand ma timidité elle est passée, je suis devenu un gars maintenant qui pose des questions à tout le monde. Et je fais, ouais, mais comment on loue la boîte? C'est quoi le truc? Ah non, t'es promoteur, t'as pas loué la boîte, mais comment ça se passe? Tu te mets d'accord avec la boîte pour truc? Tout ça, les informations sont dans ma tête. Et un des gars dit, ah bah tiens, on devrait faire un truc ensemble, je kiffe bien ta vibe et tout. J'organise une soirée comme ça. Parce qu'à la base, je filme des soirées. Ah, parce que du coup, ok, d'accord. Voilà. Et donc, j'organise ma première soirée comme ça. Mais ce qu'on fait, c'est que moi, je garde mon côté scolaire de fac et tout, statisticien, matheux. On va faire un test. Parce qu'eux, ils ont pas ça. Ils ont ce truc de, on y va comme ça. Non, on va faire un test pour avoir des wins et pour être sûr que on a déjà testé notre produit. Notre produit, il marche. Donc, nous, quand on va arriver devant le patron de boîte, on va pas bégayer. Donc, on fait une soirée privée dans un appart. Pas payante. Pour voir, on en fait une, deux, la troisième, il y a les flics qui sont venus, tout ça, il y avait tellement de monde. Là, on a su qu'on peut drainer du monde. On ne sait pas si on peut drainer de l'argent, on sait qu'on peut drainer du monde. Okay. Et donc, on va avoir une boîte, on voit une boîte qui ne marche pas trop. Parce qu'on sait que si une boîte elle marche, elle ne nous donnera jamais un bonjour. Donc, on va avoir une boîte qui ne marche pas trop, on lui dit, nous, teste-nous un samedi. On sait que tu n'as pas grand monde, on est déjà venu, on a vu. Parce que le mec, il voulait faire genre, on sait que tu n'as pas grand monde. Teste-nous un samedi. Il me dit, si vous ne faites pas 10 000 euros, revenez plus. Je dis, pari tenu, on se serre la main. Si on ne fait pas 10 000 euros, tu ne donnes même pas 1 euro. Par contre, si on fait plus de 10 000 euros, on prend 30% de tout. Le mec, il dit, OK. Premier jour, on fait 18 000. OK. Il y a la queue. Il y a des gens qui sont rentrés dans la boîte à 4 heures du matin, tellement il y avait la queue. Moi, je ne pourrais pas attendre aussi longtemps. Il y a des gens qui ont attendu. Donne-nous le nom de la boîte au cas où s'ils ne font pas encore beaucoup de... Ouais. Ça n'existe plus malheureusement parce que grâce à nous, ce gars a revendu. D'accord. Il n'y avait pas d'activité. Pendant 1 an, imagine, pendant 1 an, vendredi, samedi, tu as une moyenne de 12 à 15 000 euros de chiffre d'affaires. Évidemment que tu vas revendre. Bah, c'est clair. Voilà. Donc, il a revendu, il s'est fait un pactole. Et les mecs sont arrivés derrière, ils ne voulaient pas de hip-hop. Forcément, ça amène des Zoulous apparemment. Alors que nous, il n'y a pas eu une bagarre. Rien. Il nous a vu arriver, pareil, avec nos casquettes et tout, arriver à le nouveau patron. Ah, ça peut être possible. Moi je fais de l'électro ici. Je ne suis pas votre clientèle. Et ça nous a pas bloqué. On a fait dans d'autres endroits. On est arrivé jusqu'au VIP Room, qui a fermé aujourd'hui. Ouais. On arrive comment au VIP Room? Parce qu'on fait des soirées à côté des champs. Bah, c'est vers la place Vendôme, ça. Non, le VIP Room, ouais, c'est Rivoli. Ouais. On commence à faire des soirées sur les champs. En plus, on n'est pas dans la meilleure rue. Ça se remplit. Donc, ça fait du bruit. Et Jean-Roch, il entend parler de nous. Il dit, ouais, je veux bien voir tes petits gars, là. Un de ses collaborateurs qui s'appelle Mehdi. Il nous ramène. Il dit, OK, j'ai entendu parler de vous et tout. Je vais vous faire quelques tests pour voir. Il nous fait des tests, on remplit. Et en plus, on se mange une porte qui est assez dure. Parce que ce genre de boîte, bah, effectivement, si t'es noir ou arabe, ouais, c'est très sélectif, c'est très, très compliqué de rentrer. Donc, déjà, on part avec un handicap de dingue. C'est que même si tu veux remplir, c'est pas sûr que tes gens vont rentrer. Vont rentrer, bien sûr. Tu vois. Malgré ça, on tue le truc, on le termine, on cartonne là-bas. Et c'est comme ça que je continue à être producteur d'événements. Après, moi, je commence à être un peu mal à l'aise. Et même un soir, sans rentrer dans les détails, ça part vraiment en clash de fou parce que on a de la clientèle qui vient de loin. Il y a un gars, il vient en Ferrari, il se fait recaler. Wow. Des trucs comme ça. On fait le chiffre. Mais moralement, tu vois, il y a un moment donné où oui, tu vois, même si l'argent n'a pas de couleur, il y a un moment donné où tu viens quand même d'un endroit. Tu vois, au bout d'un moment, tu vas pas être un traître. Tu vois, en fait, là, à ce niveau-là, tu commences à devenir un traître. Tu vois, c'est pas pareil. Tu vois, quand on parlait de Kelly Massol tout à l'heure avec ses produits, oui, mais ils vendent toujours des produits pour les Renois. C'est juste qu'elle a ouvert. Là, on parle d'un endroit où, moi, je suis Renois. Moi, j'autorise à ce que les Renois ne rentrent pas.
Ouais, donc du coup, ouais. Et là, là, c'est pas pareil. Là, t'es un traître. Ouais, bien Tu sûr. vois, là, ça devient ça devient contre-productif même pour toi-même. Parce que tu vas faire de l'argent, tu vas être haï. Tu vois, en fait, tu vas finir par être haï tout simplement. Et il y a des gens comme ça en ce moment sans dire de non. Il y a des boîtes comme ça où il y a des groupes, ils mettent des Renois en gérant et ça justifie la politique. Tu vois, c'est un gros problème dans Paris. Tu vois, il y a de plus en plus de Renois de Rebeux qui sont gérants parce que ça justifie la politique du patron. Il pourra pas dire qu'il est raciste. C'est qui le gérant? Tu vois. Mais toi justement, tu n'as plus accepté de travailler avec eux par rapport du coup à ton pas à ton les boîtes de nuit en mais tout court, ouais, tu vois, mais, sans rentrer dans les trucs, mais j'ai plus accepté parce qu'au bout d'un moment, quand on te dit il faut 10% de quota de... Mais les gens justement qui, eux, continuent en fait à bosser avec ces patrons-là, qui les mettent à ces places-là, tu leur dis quoi à ces gens? Est-ce que tu les comprends, tu comprends pas, et que du coup, en fait, on doit avoir moi j'ai du mal à comprendre. la règle. J'ai du mal à comprendre. Tu vois, récemment, j'ai accepté de filmer pour certaines boîtes. On est arrivé encore à ce genre de cas. Ah ouais, que je voyais. encore aujourd'hui, 2026. Mais plus que jamais, encore aujourd'hui, plus que jamais. Et en fait, je regarde ça, et ça se ressent même que moi, je suis pas à l'aise. Okay. Et en fait, ils disent, ouais, t'es pas à l'aise, mais je suis pas à l'aise pas par rapport au fait de la boîte. La boîte, les gens s'amusent. Je suis pas à l'aise par rapport à votre politique. Votre politique, je suis pas à l'aise, et moi, je suis à l'intérieur du truc. C'est moi qui fais les vidéos. Donc, au bout d'un moment, en fait, je suis en porte-à-faux avec moi-même. Donc, quand on me dit, ouais, on bossera plus avec toi, moi, ça m'arrange. D'accord. Tu vois, moi, ça m'arrange, tu vois. Et quand tu vas à l'étranger et que tu vois des trucs, tu vois des trucs qui sont beaucoup plus ouverts, tu vois, comme en Hollande et tout, tu vois, la Hollande qui est passée extrême droite, tu vois, récemment. Mais tu vois qu'en Hollande, il y a des trucs qui sont beaucoup plus acceptés, comme tu vois dans une banque, tu vois un mec loxé. Ça n'existe pas ici. Non, ça n'existe pas. Tu vois, c'est des trucs que quand tu voyages, tu vois, tu te dis, mais attends, pourquoi chez nous, ça n'existe pas, mais il y a des pays beaucoup plus blonds aux yeux bleus où c'est toléré, tu vois. Et donc, tout ça, en fait, ça a mixé dans ma tête. Je me suis dit, en fait, Franck, l'argent, c'est bien, mais si c'est pour pas dormir, si c'est pour se sentir mal à l'aise, il y a des trucs que tu peux pas faire, tu vois. Donc, on est parti à la production de festival après. Ok. Bon, là, tu te dis, bon, on peut pas mettre du racisme sur la tête là-bas, puisque de toute façon, celui qui paye, il rentre. Tu vois. Et j'ai beaucoup plus kiffé les festivals. Tu vois, j'ai beaucoup plus kiffé, en fait, maintenant, de louer des boîtes. On a loué des boîtes. Et quand tu loues ta boîte, t'es tranquille, tu fais ce que tu veux. Le propriétaire, il a rien à dire. Ouais, Tu vois, il reçoit son argent. Il peut pas te dire, il y a trop de noirs ici. Tu vois. Parce que ce genre de phrase, encore aujourd'hui, on l'entend. Tu l'entends, tu vois. Et c'est un vrai problème. Et moi, tu vois, même récemment, je suis sorti. Maintenant, j'aime bien sortir dans les soirées Afro House. Ce qui est drôle, c'est que l'Afro House, il n'y a quasiment pas de noirs dans la boîte. Moi, je kiffe. Je kiffe le concept, appeler ça Afro, mais il n'y a pas d'Afro. Mais bon. Mais tu vois, quand je sors dans ça, en fait, le fait que j'ai un petit blaze, moi, on va pas me recaler. Mais les autres frères, Mamadou, Diakhaté, tout ça, on les recale. Voilà. Donc, ça, c'est sale en plus, hein. Bien sale, bien comme il faut, tu vois. Et ça te fait mal. En même temps, moi, des fois, j'aime bien sortir, tu vois. Même récemment, je suis sorti dans un endroit, je suis venu en... Vraiment, j'ai pas respecté, là. Mais en fait, je suis arrivé à un moment où vous êtes tellement pas respectueux que j'ai pas envie de respecter. Je suis venu en survette. Vraiment, j'ai ma femme, Maria, elle a dit, mais on va rentrer, là? J'ai dit, mais on va rentrer. Mais en fait, moi, je suis arrivé à un moment où j'ai envie de casser les couilles. Parce que je sais que tu vas pas me recaler. Donc, j'ai envie de casser les couilles maintenant. Tu vois. Donc, j'arrive en survette, il me regarde. Il sait qu'il peut pas. Il sait que je peux texter quelqu'un plus haut que lui. Il dit, ouais, mais franchement, la prochaine fois, quand même... Fais un effort. Ouais, voilà. Ouais, t'inquiète, je lui tape sur l'épaule. Mais en fait, c'est ma petite rébellion à moi. C'est de dire, les gars, vous voyez, il y a un Renoir qui est rentré, il s'est rien passé, il y a rien qui a été cassé, j'ai consommé. En fait, il y en a plein comme moi. Tu vois. Et en fait, j'ai envie de vous casser les couilles de venir en survette parce qu'au bout d'un moment, les quinries, là, quand ils viennent, parce que les quinries sont vus comme blancs, tu vois, ici. Quand ils viennent, est-ce qu'ils font un effort? Vous les acceptez, non? Donc, nous, on est vus en con, en fait. Pourquoi un quinry, c'est vu plus haut qu'un Renoir de France? Parce qu'on est africains, ils sont américains, ils ont une mentalité. C'est quoi le truc, tu vois? Et vraiment, je fais des soirées avec des Américains, ils viennent en maillot de basket, dans les boîtes les plus huppées de Paris, ils rentrent. Avant de laisser la parole du coup au public qui pourra te poser des questions, qui pourra échanger avec toi, moi j'aimerais que, parce que là on t'entend parler, t'es en place maintenant, t'as fait de l'argent, tu fais de l'argent, t'as écrit un livre. J'aimerais en faire plus, hein, parce que mais là, tu vas en faire parce que du coup tu utilises le bon mantra par rapport à ça. Avant du coup de laisser la parole aux personnes qui sont dans la salle, aujourd'hui par rapport
au parcours que tu as fait, est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes que tu as fait dans le passé, qu'aujourd'hui tu te dis non, en fait, j'aurais pas dû faire ça, en toute honnêteté? Ouais, mais il y a des... Enfin, je sais pas si je peux appeler ça des regrets parce que je me suis pardonné, D'accord. tu vois. Donc, que ce soit des relations amoureuses, que ce soit des façons de gérer le business, des amitiés. Et moi, en fait, les trucs que je pardonne le moins, c'est des trucs que je me suis fait à moi-même, contre moi-même. Ok. Mais est-ce que quand on est dans l'entrepreneuriat, parce que moi, du coup, je ressens ce truc-là, c'est que je me trouve très dur avec moi-même. Mhm. Je me pardonne peu. Mhm. Mais est-ce que du coup, c'est quelque chose de bien ou de pas bien? Mais par contre, ah, je me flagelle pas, hein, attention. Mhm. Mais du coup, j'essaye de m'imposer une discipline et d'autres choses parce que tu connais très bien l'entrepreneuriat, Ouais. c'est extrêmement fastidieux. Ouais. Mais est-ce que du coup, on doit être comme ça dur ou bien on doit être souple avec soi-même? Non, mais On parle d'émotionnel, on parle de tout on ça. doit être réaliste. Pas être dur ou souple, on doit être réaliste. On doit savoir, parce qu'il y a des gens, ils vont tellement être souples qu'ils vont laisser passer leurs erreurs. D'accord. Tu vois, ils vont essayer de blâmer les autres. Il y a plein de gens comme ça. Ils sont tellement dans ce truc-là, se blâmer les autres. Et puis d'autres, ils vont se flageoler de trucs que les autres ont fait. Faut savoir quand c'est nous qui l'avons fait et quand ce sont d'autres personnes qui l'ont fait. Et aussi savoir si nos choix n'ont pas fait que d'autres personnes l'ont fait. Faut être juste. Tu vois, quelqu'un que t'as envoyé faire une mission, il l'a raté. Moi, généralement, je le prends pour moi déjà. C'est la première personne que j'accuse, c'est moi. C'est moi qui l'ai engagé. Ensuite, je règle le cas avec la personne. Tu vois, mais je suis réaliste. Déjà, c'est moi qui ai engagé la personne. Qu'est-ce que j'ai mal fait pour que la personne ait rate sa mission? Ensuite, je vais voir la personne, je lui dis, t'as mal fait ci, t'as mal fait ça. Tu vois. Mais si t'es réaliste avec toi, tu gères mieux la situation. Si t'es dans l'émotionnel, tu vas partir à un truc où tu vas être très dur avec toi, ça va être violent contre toi et ça va être antiproductif. Parce qu'en fait, tu vas pas reconnaître les bienfaits du moment. On peut pas tout mal faire. Donc, même le mal fait, il y a des choses qu'on a bien fait. Tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut relativiser. Moi, je me donne des moments. Tu vois. Parce que sur le moment, je me connais de qui je suis. Et c'est pour ça que je suis plus dans l'émotion. Sur le moment, je peux voir des choses très, très, très noires. Tu vois. Directement, tu vois. Et ce que je fais, c'est que quand on me parle, je parle pas. Tu vas m'entendre hyper silencieux. Je sais que c'est mauvais, ce qui s'est passé est mauvais, mais je vais pas parler. Parce que si je parle, ce qui va sortir, ça va pas être bon. Donc, je garde ça pour moi. Je vais rentrer. Je vais laisser digérer la chose. Et quand ça va redescendre, maintenant, je fais ma réunion avec moi-même. Parce que j'ai souvent, moi, je fais une visualisation entre moi et mon moi supérieur. On se fait une réunion. Maintenant, mon moi supérieur, tu vois les choses, en fait, que tu sais que quand tu réfléchis vraiment, t'es lucide. Maintenant, tu peux t'insulter comme il faut. Tu peux dire, ouais, ça, c'était nul, ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais ça, je l'ai bien fait. Ouais. Ça, je l'ai bien fait. Donc, la leçon, c'est que ça, c'était bien. Ça, c'est pas bien. Ça, je te reprends le foot. Au foot, même si tu perds 5-0, il n'y a pas tout à jeter à la poubelle. C'est si tu jettes tout à la poubelle que tu vas continuer à perdre. Mais dans le match, avant que tu prennes 5 buts, il y a eu des moments où tu avais des bonnes phases. Et des moments où tu as fait des choses qui étaient intéressantes. Ben, garde ça. Essaie de voir comment le répliquer. Parce que moi, j'ai souvent que... Tu vois, quand tu as un mec qui court vite au foot, bah, essaie pas d'être technique, en fait. Ta qualité première, c'est quoi? C'est courir vite. Ah, bien sûr. Bah, sois encore plus rapide. Parce que si c'est ta qualité première, tu es en train, en fait, de travailler quelque chose, mais ta qualité première, tu l'as fait stagner. Mais si ta qualité première, tu l'as fait monter, tu vois, comme avant, on disait, ouais, Djibril Cissé court tout droit. Ouais, mais il frappe de l'entrée de la surface et rentre. Il connaît 2 trucs. Il est rapide, il frappe fort. Tu peux pas l'arrêter. Il connaît ses qualités. Il va pas faire quelque chose qu'il sait pas faire. Moi, c'est ce qu'on m'a dit, que j'ai gardé dans la vie, que les entraîneurs me disaient, fais ce que tu sais faire. Ne fais pas ce que tu ne sais pas faire. Voilà. Si tu fais ce que tu sais faire et que tu le fais bien, tu seras le plus fort. Donc, si tu es un joueur d'échecs et qu'on te demande de courir à 100 mètres, tu sais pas courir à 100 mètres. Te flagelle pas parce que tu sais pas courir à 100 mètres. Mais par contre, tu es le meilleur aux échecs. Et c'est ça, en fait, que beaucoup de gens ils se font, c'est qu'on leur fait des remarques, mais qui n'ont rien à voir avec leur qualité. Moi, je suis rentré dans des réunions où ils sont en train de flageller les salariés, mais c'est pas ce que tu as demandé aux salariés. Pourquoi tu l'embrouilles pour ça? Ouais, t'es mal habillé. Mais la personne de base, elle est mal habillée. Pourquoi tu lui reproches un truc qui n'est pas sa qualité? C'est pas un fashion.
Tu vois, sa fonction première, c'est de te faire des documents en PDF. Ben, juge-le sur pourquoi tu l'as appris. Commence pas à lui dire, ouais, habille-toi comme ça. Sinon, il fallait le dire avant et ne pas le prendre. C'est vrai. Tu vois, et c'est beaucoup de choses comme ça qu'on mélange, mais c'est avec l'émotionnel, on mélange et puis on embrouille les gens sur des trucs. Mais à la base des bases, qu'est-ce que tu m'as demandé de faire? Est-ce que je l'ai bien fait? Oui, ça s'arrête là, la discussion. Tu vois, comme le frère de Lukaku, il disait, on lui demande de faire des virgules, des passements de jambes. Lui, il arrive dans la surface, but. C'est ça qu'on demande à un attaquant, but. Eh bien, retenez ça pour vous. Quand ce qu'on t'a demandé à toi, faire une vidéo, qu'elle soit bien la vidéo. Concentre-toi sur ça. Qu'est-ce qu'on t'a demandé? Faire un produit, je sais pas moi, de nettoyage. Le produit, il nettoie. Tu as déjà fait ton travail. Le reste, si tu sais pas le faire, prends des gens qui savent le faire. La communication, tu sais pas faire, prends quelqu'un qui sait faire la communication. Tu sais pas parler d'une caméra, prends quelqu'un qui sait parler. Commence pas à t'inventer des qualités que t'as pas. Ça se travaille, hein. Mais avant que tu arrives au niveau de pouvoir le faire, prends quelqu'un qui sait le faire. Tu vas gagner du temps. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, prenez des gens plus forts que vous. C'est une humilité à avoir quand tu es entrepreneur. Si tu prends des gens plus forts que toi, tu vas remarquer une chose, tu ne travailles même plus. Tu ne travailles plus. Et le jour que tu ne travailles plus, et je travaille avec des gros groupes, hein, je les vois les patrons, ils n'en foutent pas une. Hein, parce qu'ils ont des gens forts. Ouais, c'est l'équipe. Tu vois, si ton équipe, elle est forte, ouais, bien sûr. T'as rien à faire. T'as même pas à penser, parce qu'ils ont pensé avant toi, parce qu'ils sont forts. Et c'est ça que les gens, ils n'ont pas. Ils ont trop d'ego, certains, pour avoir des gens plus forts qu'eux dans leur équipe. En tout cas, merci. On peut encore applaudir Franck Lahuis, s'il vous plaît. C'est incroyable ce qu'il dit. Franchement, c'est... Je dis, j'avais préparé tellement de trucs, mais on est rentré dans une conversation, c'est toujours comme ça. Donc, mesdames, messieurs, on arrive à la partie où, du coup, vous, chers membres du public, qui avez le privilège d'être à la part de la Villette, le micro est ouvert. Vous pouvez poser des questions, peu importe le sujet sur lequel vous allez aborder. Bon, bien entendu, en restant dans le domaine de compétences, parce que si vous commencez à parler de choses qui sont hors sujet, ça va être un peu compliqué. Donc, on vous écoute. N'hésitez pas. Comme je vous ai dit tout à l'heure en off, ça va le faire. Ça va aller un peu progressivement, doucement, et après tu vas voir, les gens ils vont plus s'arrêter, je serai obligé de les couper comme un sauvage. Si on vous écoute, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent prendre la parole? Vous levez juste la main, vous savez où le micro se trouve. Là on est en train de régler tout le matériel, que ce soit le son, la lumière, l'image, pour que vous puissiez sortir beau et belle. Je vois que les femmes ont fait leur make-up de manière incroyable parce qu'elles étaient prêtes à passer devant la caméra. Les frères, ils ont fait les contours. Ça n'a pas coûté 80 € la coupe, mais j'en vois quelques-uns qui sont pas mal. En tout cas, je te remercie. Hein. Franchement, c'est juste ouf. Merci. J'ai encore pas mal de choses que j'ai envie d'aborder avec toi, mais on va laisser un peu la parole. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent l'aborder? Allez, on peut l'applaudir la première, s'il vous plaît. N'hésite pas d'abord à te présenter, tu me donnes ton nom, enfin ton prénom, ce que tu fais si tu es entrepreneur ou pas. Je t'ai montré comment on fait pour pouvoir bien régler le micro, tu le règles bien, tu rapproches bien le micro, on t'entend très bien et du coup, on t'écoute. Alors bonsoir à tous, moi c'est Gaëlle, j'ai 29 ans et je travaille dans la presse. Voilà. J'ai quelques questions à poser, surtout concernant l'environnement. En fait, je voulais savoir par rapport au milieu d'où tu viens, est-ce que tu as eu, je sais pas, des amis qui t'ont tourné le dos par rapport à ton évolution de carrière parce qu'en t'écoutant, je pense que tu es devenu un transclasse, du coup. Ouais. Et je voulais savoir un peu comment est-ce que toi, tu as vécu l'expérience et comment ton entourage a vécu l'expérience. Et je voulais également savoir si tu avais eu en fait, le syndrome de l'imposteur arrivé à un certain niveau social. Ok. Tourner le dos très rapidement. Par exemple, là où j'ai grandi, un jour, il y a un rappeur du quartier où j'ai grandi. J'avais une petite émission de radio à l'époque. C'est vraiment une petite émission de radio, hein, c'est pas grand-chose. Hein. Et il vient à l'émission, après quand on se parle à la fin, il fait « au quartier, ils parlent tous de toi. Ils disent « t'as géchant ». T'as un gars, t'as pas l'heure, tu leur donnes pas l'heure, on te demande de filmer un truc pour eux, tu commences à donner des tarots de fou, tu commences à demander des prix incroyables. Je dis, bah, c'est mes prix. Ouais, mais tu connais, ils ont pas trop d'argent, ils ont pas trop de trucs. Je leur ai dit, je leur envoie quelqu'un. Ouais, mais c'est toi qui veux, etc. Je dis, mais moi, je peux pas faire ça. J'ai pas le temps maintenant de le faire. Ça peut être ça, et ça peut être d'autres trucs où, parce que je commence à parler autrement, commence à avoir une autre élocution, commence des fois à m'habiller autrement. Bah, ça dérange. Et ça, on l'a entendu souvent, mais je pense qu'il faut le redire.
ça met une frustration parce que la personne, vous êtes parti du même point. C'est tout, vous êtes parti du même point. La personne, elle te voit arriver de 0 à 100 en même pas 2 ans, mais elle est toujours au même point. Et c'est pour ça que je dis, normalement, moi, j'ai ressenti ça. Mais moi, ça m'a fait une flamme en moi. Au contraire, ça m'a pas fait un truc de jalouser la personne, ça m'a fait un truc de me dire, mais comment t'as fait? Comment t'as fait? J'ai vu des gens avant moi arriver à faire des trucs de dingue. Et j'ai un pote, par exemple, qui est aux États-Unis en ce moment, qui est une start-up. Il a fait Y Combinator. Et là, il est en train de faire un événement à San Francisco. Je suis en train de me dire, putain, quel bâtard, excusez-moi du terme. Mais je suis en train de me dire, la dernière fois qu'il était à Paris, on se capte. Dis-moi comment. Et lui, c'est même lui, maintenant, qui me pose des questions par rapport à Internet. Mais c'est incroyable, t'as grave des followers et tout. Je t'envie plus que tu m'envies. Tu vois? Mais au final, dans cette position-là, j'ai envie de dire aux gens qui sont dans cette... Parce qu'il y a plein de gens dans cette frustration-là, allez juste demander à la personne comment t'as fait. C'est là que votre cerveau il va fonctionner mieux. Si tu demandes à la personne comment t'as fait, tu vas commencer à comprendre le chemin. Et là, tu vas te rendre compte que le point où t'es là, le sentiment que t'as, la frustration que t'as, l'énervement que t'as, en fait, c'est ton corps qui est en train de te dire on devrait être là-bas, nous aussi. Et si on devrait être là-bas, nous aussi, eh ben, on devra apprendre du frérot. Tu vois? Et ça, c'est l'ego. T'enlèves l'ego, t'as l'humilité de poser la question. Moi, je suis un enfant de 6 ans. Moi, si même, je vois même des jeunes, ils ont 20 ans. Je vois, ils sont en avance sur moi, je leur pose la question. Il y a des jeunes, ils sont choqués. Je dis, mais vous comprenez pas. Pour moi, le temps, il n'existe pas. Pour moi, il n'y a pas d'âge. Comme il dirait Mbappé, il n'y a pas d'âge avec moi. T'as 20 ans, t'es au-dessus de moi, je vais te poser la question. Comment t'as fait ce truc-là? Quel rendez-vous? Comment? Je note. Et le deuxième truc, le syndrome de l'imposteur, ouais, je l'ai eu. Clairement. Et je me sentais même en mode... surtout récemment que j'ai déménagé dans un bel appart. Le premier jour, récemment, il y a 2 ans et demi, le premier jour, je suis rentré dans l'appart, je regardais l'appart et je me suis souvenu qu'il est plus grand que le plus grand appart qu'on avait avec nos parents. Et je me suis dit, ouais, mais moi, je peux le payer tout seul. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que le prix que je fais, en fait, c'est pas du vol? Tu vois, mon cerveau commence à... C'est des démons, ça commence à monter. Et je suis en train de me dire, je suis en train de me tirer une balle dans le pied. Et en fait, si tu restes dans ça, tu te tues tout seul. Et c'est un truc qui peut tirer vers le bas. Et moi, ça m'a fait gamberger pendant au moins 1 mois. De me dire, je suis arrivé là et ça me fait même pas stresser d'être là. Je suis pas en train de me dire, ah, mais si je paie mon loyer, je fais comment? Et là, je me disais, mais est-ce que je le mérite vraiment? Et pour sortir de ça, je me suis tout simplement dit, non, mais il y en a d'autres qui ont plus que toi. En fait, il y en a d'autres qui ont beaucoup plus que toi. Donc, ta barre, elle est là ou elle est là. Et quand je me suis dit, ma barre, elle est là, bah c'est bon, on oublie. En fait, ne juge plus par rapport à en bas, juste par rapport en haut. C'est pas que tu es en train de dénigrer ce qui est en bas. Rien à voir. C'est pas un dénigrement. C'est juste que tu es en train de te dire, moi, j'aspire à ça. C'est tout. Et tout le monde aspire à ce qu'il veut aspirer. Et il y a des gens, ils veulent pas gagner d'argent et il n'y a rien de mal. Parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir ce mal de tête. Moi, je dis souvent aux gens, être entrepreneur, c'est un stress de dingue. Ouais, ça. Ton boulot de 8h à 15h, des fois, en avis d'entrepreneur, tu te dis, mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de prendre un job, là. Je suis tranquille, j'ai mes week-ends, il n'y a personne qui m'appelle. Je fais comme tout le monde, je vais à Disneyland avec les enfants. Je fais des trucs bien. Et je me souviens juste pourquoi j'ai fait ça. C'est là maintenant, je me dis, non, je vais pas être salarié, c'est bon. D'ailleurs, petite anecdote, il y a une fois, j'étais dans une relation, c'est ça que avoir la bonne partenaire, c'est important. J'étais dans une relation et ça se passait mal dans ma boîte. Je suis allé à un entretien d'embauche. C'est le premier et dernier entretien d'embauche que j'ai eu de ma vie. Ils ont vu mon parcours, ils allaient me prendre. Je me dis, mais c'est incroyable, je devais être... en fait, c'est pour être organisateur d'événements pour les After Fashion Week. Pourquoi? Parce qu'il y avait de plus en plus d'artistes américains à ce moment-là qui arrivaient. Et l'américain, il exigeait des Renois. En fait, il commençait à se dire, ouais, mais bizarre, on n'est pas accueillis à des gens qui nous ressemblent, vos soirées ne nous ressemblent pas. Et en fait, il restait 1 heure et se barrait. Donc, les agences commençaient à dire, mais il faut prendre des mecs qui sont hip-hop, qui connaissent la culture, qui sont Renois. Comme ça, en plus, qui parlent anglais, comme ça, quand une Cardi B vient, bah là, un gars qui le ressemble en face. Donc, du coup, elle va rester là dans la soirée parce qu'elle va, ah, ok, c'est un frérot, ah, ok, vas-y, je reste.
Ils sont très comme ça. J'ai beaucoup travaillé avec des Américains, ils sont beaucoup comme ça. C'est ça que je respecte énormément les Américains dans ce truc-là. J'ai raté l'entretien parce que j'avais tellement de stress dans ma relation que quand je suis arrivé, j'ai fait n'importe quoi. Et quand tu fais n'importe quoi, tu t'entends parler. Je sais pas si vous avez déjà fait. Ouais. Tu t'entends parler. T'entends, t'es en train de dire n'importe quoi. C'est comme si t'étais pas là. T'entends quelqu'un dire, mais tu dis n'importe quoi. Mais tu continues, mais t'arrives pas à t'arrêter. Et le recruteur, il me dit, je suis tellement déçu. Je voulais tellement vous prendre. Mais je sais pas comment justifier votre embauche maintenant. Et je me dis, en fait, c'est un signe de Dieu. Il voulait absolument pas. La relation s'arrêtait vite après. En plus, j'ai fait, oh Dieu merci. Comme quoi, quand t'as la bonne personne à côté de toi, ça t'enlève 50% du problème. Tu vois. Parce qu'en fait, tu te dis, même si ça va pas, il y a quelqu'un à côté de moi qui croit en moi. Il y a au moins une personne qui croit en plus de moi. Et ça donne un courage extrême. C'est pour ça que moi, avant, j'étais comme plein de gens. J'ai pas besoin d'être en couple. Il y a plein de meufs, je sais pas quoi. Non. Quand t'as la bonne personne, ça devient facile. Ça devient, rien n'est dur. Tu vois, même si t'as pas d'argent, c'est facile. Quand t'es pas avec quelqu'un, tout est dur. T'es seul dans ton truc. C'est même pas besoin de raconter. Moi, je raconte pas beaucoup mes problèmes. Je suis pas très dans ça. Mais juste avoir quelqu'un, tu dis ça va, la personne elle rigole. T'es cool. C'est pas tes potes qui auront le temps pour ça. Ouais. Donc, syndrome de l'imposteur, ouais, il faut juste passer à côté et se dire mes objectifs sont plus hauts. Si tu dis les objectifs sont plus hauts, tu lâches l'affaire. Merci, on peut encore l'applaudir. Deuxième personne, s'il y a une autre personne. Yes. Bah, vous avez dit que ça ne veut pas aller. Allez, let's go. Donc pareil, même processus. Tu te présentes, tu dis ton prénom, ce que tu fais, si t'es porteur de projet ou pas, et du coup, tu poses la question à notre invité qui est là ce soir, et on t'écoute. Règle bien le micro, rapproche-toi bien du micro pour qu'on puisse bien t'entendre. Ah, vraiment, heureusement que j'ai donné les consignes. Hein. Alors là... Bonsoir, Jason, 29 ans, chargé de clientèle dans la vie de tous les jours, et accessoirement, je blague un peu les gens sur TikTok. Vous disiez tout à l'heure que lorsque vous embauchez une personne et qu'elle a mal fait, c'est parce que vous aviez mal fait quelque chose. Est-ce que du coup, vous ne pensez pas que tout part de nous et tout nous revient ? C'est deep. Moi, je pense que il y a une part de ça et une part de lâcher prise. Tu peux pas tout contrôler. Donc, pour moi, si tu fais le maximum de ce que tu as fait, le reste ne t'incombe pas. Si tu as fait le maximum de tes capacités, que tu considères que tu as tout donné, c'est pour ça que j'ai une mentalité de sportif par rapport à ça. Moi, quand je rentre sur le terrain, j'ai tout donné. Je me mets au sol. Je sais que j'ai tout donné. On a perdu. J'ai pas de regret. On a perdu. Je ne peux pas contrôler le fait que les autres étaient plus forts que toi. T'as fait tout ce que tu pouvais. Mais dans ça, au moins, comme tu as tout donné, tu as les réponses pour la prochaine fois. Mais si tu t'es donné à moitié ou à un quart et que tu commences à blâmer tout le monde, oui, à la base, est-ce que toi, tu as fait tout ce qu'il fallait ? Et c'est pour ça que moi, je pense que si j'ai pas fait le processus de recrutement comme il faut, déjà, je regarde un processus de recrutement. Est-ce que je l'ai bien fait ? Est-ce que j'ai fait les étapes qu'il fallait ? Est-ce que j'ai pas pris quelqu'un parce que j'aime bien sa coupe de cheveux ou j'aime bien comment la personne parle ? Et après, derrière, pourquoi je vais voir la personne et lui dire ces 4 vérités ? Parce que j'ai bien fait mon processus. Mon processus, peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut changer. Mais j'ai tout donné. Donc, il faut que je regarde dans le processus, qu'est-ce que je peux améliorer ? Mais la part de ce que je ne contrôle pas, la personne, là, je vais lui reprocher sa part. Donc, dans la vie de tous les jours, faut pas se dire on contrôle pas tout. C'est comme plein de gens qui disent ils sont en couple, par exemple, ils vont blâmer l'autre personne pour tout et rien. Ou ils vont se blâmer de tout. Non. L'autre personne que vous avez choisie, oui, vous avez fait ce que vous avez pu, vous avez cru en l'amour, vous avez cru que ça allait bien se passer, vous avez cru en ce que la personne a dit, et puis ça s'est mal passé. C'est la partie que vous gérez pas, ça. La partie que vous gérez, c'est la partie quand vous voyez la personne. La partie que vous gérez pas, c'est quand la personne, elle n'est pas sous vos yeux. Donc c'est une histoire de confiance. Non, si la personne, elle a gâté, vous ne devez pas vous flageller, plus jamais je vais être avec quelqu'un. Non, vous avez fait tout comme il faut. Maintenant, vous prenez les leçons. Prochaine fois, comment je peux améliorer mon processus de recrutement ?
Et pour moi, dans la vie, tout est recrutement. Amis, recrutement. Il n'y a que la famille qu'on ne recrute pas. Mais tout le reste, c'est un processus de recrutement. Les amis, comment je les recrute? Parce qu'on a bu 2 verres ensemble. Ah, t'es mon meilleur pote. Non. Tu peux être meilleur pote avec quelqu'un au bout de 2 semaines. Hein. Ça peut arriver. Hein. Il y a des choses comme ça où tu sais pas pourquoi t'es là. Pam. Ah, j'aime trop cette personne. Et puis, il y a des gens, ça fait 1 an, ils sont à côté de toi. Tu sais qu'il y a un problème. Tu sais qu'il y a un problème. Pourquoi tu gardes cette personne à côté de toi? Moi, si je suis dans le genre, je dis, pourquoi vous gardez des gens, vous savez qu'il y a un problème? Vous attendez que la personne fasse un problème dans votre vie pour maintenant la dégager. Moi, il y a des gens, j'ai enlevé de ma vie, il n'y avait aucune raison valable et justifiable. Je vous dis, hein. Mais moi, je ressentais un problème. Donc, je peux pas être un menteur. Mon frère, on va se séparer. Je peux même pas t'expliquer pourquoi on se sépare. Tout ce que je peux t'expliquer, c'est qu'il y a une gêne, il y a un truc qui fait que je peux pas rester à côté de toi. Donc, ce serait hypocrite de rester à côté de toi. Et je trouve qu'il y a plein de gens, ils marchent avec des gens. Quand tu leur demandes, dis, ouais, en effet, c'est vrai que lui, mais bon, c'est mon gars. Mais non. Tu vois. Donc voilà, c'est tout ça. Le lâcher prise et la part de doute, elle est nécessaire. Il n'y a pas de problème avec ça. Et en fait, on ne sera jamais parfait. Et c'est parce qu'on ne sera jamais parfait qu'on ne peut pas tout contrôler. Merci. On peut l'applaudir encore par rapport à la question. Allez, une autre personne, on l'accueille. Préparez bien vos questions. N'hésitez pas à les poser. N'hésitez pas à être aussi dans le lâcher prise pour le coup et pas avoir peur du jugement de l'autre, de ce que les autres vont penser ou est-ce que tu as bien passé à la caméra. On a besoin de ta question pour pouvoir aussi nourrir d'autres interrogations qu'on se pose de manière consciente ou aussi inconsciente. Donc du coup, on a besoin de vous maintenant et après on fera le montage si tu vois que c'est pas bien. Allez go, on est parti. Bonsoir, moi je me présente, donc je suis Corinne, j'ai 42 ans. Je suis très ravie d'être en face de toi, Franck. Franchement, c'est un honneur. Je reviens. Alors, ma question, tu as commencé à y répondre un petit peu. C'est sur le choix du partenaire. Donc, j'aimerais qu'on aille un peu plus dans les profondeurs, enfin, que tu rentres dans les profondeurs et que tu nous expliques comment justement faire le bon. Enfin, comment savoir qu'on fait le bon choix et qu'on sait que ce partenaire-là ou cette partenaire-là va venir en fait décupler justement notre potentiel, notre capacité à entreprendre, à faire des grandes choses. Ok. Je vais te prendre le problème à l'envers. Okay. Tu rewind et tu reviens vers toi. À quel stade je suis? Moi, c'est mon examen de conscience que j'ai fait à un moment donné. À un moment donné, j'étais en train de me dire, c'est bizarre. Toujours des personnes qui ont besoin d'un sauveur qui viennent dans ma vie. C'est que c'est moi le problème. C'est moi, j'ai un côté sauveur. C'est moi, on dirait, je suis attiré par des gens qui ont besoin que je les materne, que je m'occupe d'eux, etc. Donc c'est moi qui leur donne cette impression de rentrer dans ma vie. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Au début, pas du tout. Au début, je blâmais la terre entière. Je disais, ouais, elles sont toutes comme ça, elles sont toutes ceci, cela, la facilité de tout le monde. Mais à un moment donné, quand tu prends en âge, tu te dis, fais quand même 5-6 fois. Normalement, je viens 1 fois, 2 fois, c'est un hasard. 5-6 fois, c'est peut-être toi qui met l'alarme, tu vois. Et là, je commence à me dire, travaille sur toi. Qu'est-ce qui te donne envie de sauver les gens? Et là, je rentre en profondeur en moi, je vois le côté paternel, les blessures d'enfance, plein de choses en fait que je vais voir et qu'en fait je me pardonne sur plein de choses petit à petit et je commence à voir que ok, je suis ami avec cette personne parce que ça, j'ai attiré cette personne parce que ça, je parle avec cette personne parce que ça, cette fille-là quand on m'a vu dès les 3 premiers mois, j'ai vu que ça allait pas, mais j'ai continué. Un jour cette personne m'a manqué de respect devant tout le monde, mais j'ai continué. Le jour là, je m'étais dit dans ma tête, plus jamais je vois cette personne. Le lendemain, j'étais encore avec cette personne. Mais c'est quoi qui... Tu vois le moment de lucidité que tu as là, c'est ton vrai toi. Après, c'est les émotions qui viennent. Mais ton vrai toi, il t'a dit, c'est mort. Tu devrais dire, en fait, aujourd'hui, je suis comme ça. Je me retourne, je dis, c'est mort. Tout de suite, là, ça sort là, c'est mort. C'est-à-dire, tu as dépassé ma frontière. En fait, dès que tu as travaillé tout ça sur toi, que tu es content d'être toi, que tu es heureux d'être toi, que tu as fait la paix avec toi-même, la personne qui arrive dans ta vie, là, bizarrement, elle est alignée.
Moi, c'est après tout ça, je rencontre ma femme. Et je cherchais personne. Je cherchais plus personne. Je vivais ma vie tranquille. Il y a quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un. Moi, je suis en paix avec moi. C'est là que je tombe sur quelqu'un qui n'est pas dans le syndrome du sauveur, qui est dans rien de ce que je veux pas, en fait. Qui a ses problèmes, mais qui n'est pas en train de te dire mes problèmes sont tes problèmes. C'est moi qui ai dit tes problèmes sont mes problèmes. Je dis non. Et c'est un combat jusqu'à aujourd'hui, c'est un combat. Tes problèmes, non. Et je rencontre quelqu'un qu'on se comprend. Donc maintenant, comme on se comprend, autant que je la fais progresser, elle me fait progresser. C'est devenu un travail d'équipe. Tu vois. Et c'est plus devenu un travail de compétition. Et moi, j'avais beaucoup travaillé ce problème de compétition en couple. J'ai plus de compétition. Tu vois. Et ça devient plaisant. Parce que vous pouvez discuter de plein de choses, et tout est cool. Il y a pas de... Et même quand il y a des débats sur des trucs, parce que les gens ne sont pas forcément d'accord sur tout, il y a le respect. Tu vois. Donc pour moi, pour trouver le bon partenaire, il faut déjà être partenaire avec soi-même. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, c'est très fort ce que tu dis. Une autre personne, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Hop, allez, go. On est parti. Même processus, vous vous rapprochez bien du micro, vous fixez sur la caméra, on va aller chercher votre regard. Vous regardez surtout Franck, vous lui parlez à cœur ouvert. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de honte à avoir. L'idée, c'est qu'à travers ce podcast, on puisse tous avoir des réponses à des questions qu'on n'ose pas se poser, ou bien même en fait à des questions en fait qui sont qu'on se pose directement. Allez, top, on est parti. Bonsoir Franck, bonsoir à tout le monde. Alors j'ai 2 questions. Premièrement, je vais me présenter. Je suis écrivaine, je suis également apprentie. Donc je vais commencer par la première question. Alors comment faire lorsque nous sommes issus d'une famille noire, que l'on veut entreprendre d'abord pour nous, etc., mais qu'il y a la famille qui compte sur nous et que nous sommes un peu dans cette black tax? Ok. Pour la black tax, qu'on connaît tous, je pense, ici. Moi, pour ma part, j'ai eu une discussion. Et je pense que c'est la discussion qu'il faut avoir avec ses parents. En tout cas, je ne parle pas des parents tous. Hein. Parents, maman, papa. C'est à eux après de faire le travail avec tout le reste. La discussion, elle est simple. Papa, maman, j'ai un projet que je dois faire, qui nécessite des moyens. On se donne un timing. Laissez-moi respirer 3 ans. Dans 3 ans, on se reparle. Et je veux parler qu'à vous. Pas aux cousins, pas aux tontons, pas aux gens au pays. Je vous parle qu'à vous. Pendant 3 ans, il faut me laisser respirer. Pendant 3 ans, je vais planter une graine qui a besoin de temps pour pousser. Vous expliquez le projet. Voilà, ça que je vais faire. J'y crois à fond. Je peux comprendre que vous n'allez pas comprendre mon projet. C'est pas grave. J'ai juste besoin de votre soutien. Et pendant ce temps-là, je ne peux évidemment pas aider qui que ce soit. Au bout de 3 ans, on va se rasseoir. Non seulement je pourrais vous aider, mais je serai même tranquille à vous aider. Et ça, c'est important de donner un timing. Au moins, ils savent. Il y a un timing dans leur tête, il y a un truc, etc. Parce que sinon, tu t'en sortiras jamais. Tu vois. Et je sais qu'il y a des parents qui ont du mal à l'entendre. Mais en fait, il y a des moments où quand on arrive avec une détermination, je parlais avec l'histoire de mon père, etc. En fait, il y a des moments quand on arrive avec une certaine façon de vouloir poser la question, enfin de parler surtout, ils sentent l'énergie de « là, aujourd'hui, on va écouter ». En fait, t'en as marre, en fait. Donc là, tu vas parler. Et c'est même pas un manque de respect, c'est vraiment, je vous respecte tellement que je vous assois pour vous le dire. Maintenant, c'est, ils respectent la décision ou ils respectent pas la décision. Tu vois. Mais en fait, là, moi, en tout cas, dans ma discussion, c'est, en fait, je vous demande même pas. Je vous annonce. Je vous informe que pendant 3 ans, il n'y a plus d'aide. Donc, s'il faut que j'éteigne mon téléphone, je vais éteindre mon téléphone. Maintenant, moi, j'ai besoin de votre bénédiction parce que spirituellement, ça va me donner plus de force. Parce que je sais que mes parents me soutiennent, j'aurai encore plus de force. Donc là, c'est tout votre amour, je vous demande. Maintenant, si vous, c'est trop pour vous, je préfère éteindre mon téléphone, au moins je serai en paix. Voilà. Et je pense que ces mots-là vont tellement résonner en eux qu'il y a très peu de parents qui vont se dire « Non, tu fais n'importe quoi. » Tu vois. Et la première fois que j'ai fait ça, c'est avec ma mère au bac. Parce que, comme je disais, c'est une année où je me sentais vraiment pas bien.
Et en fait, le problème avec nos familles, c'est qu'on a du mal à dire « je ne vais pas bien ». J'arrive pas à respirer, je me sens pas bien, etc. On n'arrive pas à dire. Donc moi, j'ai pas parlé de tout ça. Je lui ai dit, maman, on va faire simple. Tu veux ton bac? Ouais. Pendant 1 an, tu me dis rien. Où je sors, où je vais, ce que je fais, quelle heure, pourquoi, quoi, tu me dis rien. À la fin, si je te ramène pas ton bac, toute ma vie, tu parles. Te ramènes pas ton bac, alors là, tu as droit de faire ce que tu veux. Mais là, c'est la meilleure façon pour que je l'ai. Quand je l'ai eu, même elle-même, tu vois, donc c'est ce que je conseille vraiment. En tout cas, merci d'avoir répondu. On peut l'applaudir encore. J'ai une dernière question. Oui. Lorsque nous avons un haut potentiel et que ce sont souvent les autres qui ont tendance à nous booster, comment faire pour avancer? On en a peut-être un peu conscience, mais souvent ça bloque. Ok. Ouais, mais parce que tu crois pas ce que les autres ils disent. Voilà. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gens, ils voient clair en toi. Ils voient clair en toi. Moi je les appelle les envoyés. Moi, je les appelle les envoyés. Moi, il y a trop de gens qui m'ont dit toute ma vie, mais comment tu gâches? Tu sais même pas. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et en fait, j'ai l'impression, maintenant avec le recul, que c'est comme si Dieu m'a envoyé des gens pour me remotiver. Pendant que moi, je voyais pas, en fait, mon potentiel. Moi, je croyais qu'il fallait que je fasse des petites choses et tout. Et je trouve que c'est des grands motivateurs. Donc, en fait, il faut vraiment même limite s'asseoir avec eux et avoir une vraie discussion. Moi, il y a un ami, en fait, c'est lui qui a eu la démarche de m'asseoir et de me dire les choses. Il m'a parlé cru. Il m'a parlé cru sur tout ce que je faisais mal. Tout ce qui allait pas. Je me suis même énervé. Franchement, j'ai quitté la table très énervé contre lui. Mais quand j'ai eu le recul une semaine après, c'est lui qui avait raison. Mais en fait, il savait comment me parler. Il savait qu'il fallait me rentrer dedans. Il fallait me parler de façon méchante pour que je sois piqué à l'intérieur et que je vais te prouver que je peux le faire. Il y a des gens comme ça. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi, je suis comme ça. Il y a un entraîneur de foot qui disait ça, il y a les chats, il y a les lions. Les chats, il faut les caresser, il faut être gentil avec eux, parce que si tu leur cries dessus, voilà. Et il y a les lions. Les lions, il faut les insulter. Il faut l'énerver, le lion. Comme ça, il va bien rugir, et là, il va être piqué, il va te montrer que c'est un lion. Tu vois. Et donc, moi, je pense que tu as besoin d'asseoir une personne que tu sais que cette personne-là, elle va te dire tes 4 vérités, et ça va te piquer. Et là, tu vas croire en ton potentiel. Et je remercierai jamais cet ami-là de m'avoir énervé ce jour-là. Donc, et des amis qui vous énervent, en fait, c'est ça que tu es en train de me dire. Ouais, et il y a un Camerounais. Ça. Merci, on peut encore t'applaudir. Merci à toi. Super. On va commencer à amorcer tranquillement la fin de ce podcast. Donc, on va entendre encore 3 dernières personnes. Je te pose encore 2 dernières questions et puis on aura fini pour cette magnifique soirée. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent justement prendre la parole? Let's go. On est parti. Parlez surtout vraiment de grâce près du micro, même si vous lisez vos téléphones, il n'y a aucun problème. Mais pour que le son, Franck puisse vous entendre et du coup, les d'autres personnes vous entendent aussi. D'accord. Salut Franck. Salut Doumé. Tu vas bien? Ça va? Ouais. Donc, je connais Franck depuis l'enfance, donc c'est un ami d'enfance. Et bon, le connaissant, je savais qu'il a, il a une personnalité assez réservée. Et donc, maintenant, il fait des grands meetings avec pas mal de monde. Et quelque chose que je t'ai jamais demandé en privé, c'est comment est-ce que tu as développé cette capacité oratoire, cette capacité à parler en public, à t'exprimer de cette manière devant du public. Donc voilà, c'est la seule question. Ok. Merci. Et je fais de la visualisation. Mon premier événement, j'avais jamais fait ça, de parler comme ça. J'ai fait ça qu'une fois. C'était une manif à l'université et je tremblais au micro de dingue. Et je me suis dit, plus jamais je vais trembler au micro. Donc, ce que je faisais, c'est que je me mettais dans ma chambre et je m'imaginais 1000 personnes devant moi. Et en fait, je parlais comme ça. Donc, les premières fois, je bégayais et je parlais. En fait, je visualisais 1000 personnes. Et la fois où j'ai le mieux fait l'exercice, c'est quand j'ai vu le reportage de Travis Scott, quand il disait quand même qu'il y avait 10 personnes devant lui. Lui, dans sa tête, il chantait, il sautait. Et on voit dans la vidéo, il saute de partout comme si c'était un stade. Et j'ai fait, ok, super intéressant, que j'ai mis plus d'énergie. Et du coup, quand je suis arrivé au premier événement, je me suis senti super à l'aise. Donc,
le truc que moi, en tout cas, qui m'a aidé, c'est de visualiser les choses. Et surtout, pour vaincre ma timidité, surtout, qui était vraiment maladive, c'est que tout ce que j'ai fait, c'est de préparer à chaque fois, de faire la chose avant qu'elle arrive. Donc, toujours visualiser. Tu vois, même mes premiers dates, je visualisais. Dès que la personne, je regardais son Insta et tout, et ben je visualisais la personne devant moi et on avait le date. Et je recommençais, et je recommençais, et je recommençais, et je recommençais, je recommençais, je recommençais. Je disais, je crois que je suis prêt. Et j'allais au date comme ça. Et en fait, j'ai fait tout ça comme ça, entretien, business, etc. J'essaie de faire une répétition à la maison et de me dire qu'est-ce qu'il va me dire, comment il va me le dire et comment il va faire pour me mettre en difficulté, pour sentir l'émotion du malaise, du mal-être. Et pour savoir si j'arrive à le passer, ce truc-là. Voilà. Ok. Et c'est Jim Carrey, du coup, on lui a offert, tu as vu, son César d'honneur. Il disait qu'aujourd'hui, sa carrière, il en est là où il en est parce qu'en fait, il a manifesté, visualisé, beaucoup d'ancrage et beaucoup de personnes minimisent justement la puissance de la visualisation. C'est te ramener dans une autre dimension pour que cette dimension-là arrive dans ton présent et à l'instant même. Je sais pas si je me fais comprendre. C'est exactement ça. C'est ce qu'il faut faire, en fait. Et beaucoup de gens, en fait, n'osent pas le faire. Il y en a qui vont dire, c'est pour d'autres communautés. Mais non, en fait, tout le monde a besoin de la visualisation positive et de la manifestation positive. Donc, exactement. Faites-le à fond la caisse. Merci pour ta question. Merci. On peut l'applaudir encore. Il est parti. Allez, on écoute encore d'autres personnes. N'hésitez pas à vous lâcher, à poser des questions. Il est là, go, on est parti. Vas-y, tu peux venir, vous pouvez descendre. Vous avez compris le jeu, vous parlez bien dans le micro. Les collaborateurs qui sont là, du coup, feront le réglage qu'il faut. Mais parlez bien en face du micro. Merci, on t'écoute. Bonsoir, je m'appelle Julia, je travaille dans le secteur bancaire, j'espère qu'on m'entend bien aussi. Plutôt, vous évoquiez un peu tout ce qui était émotion, les doutes. Si on a des doutes, c'est que c'est bien, etc. Mais comment vous faites pour pas vous perdre entre ce doute qui peut devenir positif et ce doute qui, au final, va nous manger petit à petit, quoi, en gardant cette distinction entre l'émotion et le doute pour continuer d'avancer comme vous avez fait. Ok. C'est moi, je dis l'inconfort, c'est bien. Ça, je dis que le problème est la solution. L'inconfort, c'est bien, le doute, c'est bien. Pourquoi ? Parce que ça met des mots sur une émotion. Au moins, en tout cas, il y a une discussion qui s'installe. Maintenant, le but, c'est de créer cette discussion. Entre moi-même, quoi. Voilà. C'est ça, okay. C'est de créer cette discussion. C'est pour ça que moi, je visualise énormément. Parce qu'en fait, moi, en tout cas, j'ai matérialisé quelqu'un que j'appelais Ryan. J'ai dit sur les réseaux. Parce que j'arrivais pas à manifester quelqu'un qui est moi. Parce que j'avais tellement de doutes sur moi. J'ai créé un personnage. Je me suis dit, bon, il va avoir cette tête. J'ai pris qui comme acteur ? C'était Jamie Foxx, j'avais pris. J'avais pris la tête de Jamie Foxx. J'avais mélangé avec quelqu'un d'autre, etc. J'avais créé quelqu'un. Il dit, tu vas t'appeler Ryan. Et toi, t'es le meilleur humain que j'ai jamais vu de ma vie. Donc, à chaque fois que j'ai un problème, je vais te parler. Et ce Ryan, il est souvent positif ? Et Ryan, il est que positif. C'est un fou. Ryan, il va s'asseoir et va dire, mais t'as peur de quoi ? Voilà. Ryan, ça va être le jour qu'on ait rendez-vous au VIP Room. Je m'assois, je dis, ouais, mais imagine, il dit, on est nul. Regarde, je suis mal habillé. Je dis, t'es grave bien habillé, t'es le meilleur. T'es trop frais et tu vas arriver là-bas et tu vas lui clouer le bec. Voilà. C'est Ryan. Et c'est Ryan qui va me dire, non, mais ça, tu fais n'importe quoi. Ça, c'est nul. Ce texto que t'as envoyé, c'est nul. Cette façon de faire, c'est nul. Et c'est bizarre parce qu'en fait, en vrai, on sait le faire, qu'on a la tête reposée. Qu'en fait, le problème, il est passé. On a un recul qui peut arriver 2-3 ans après, mais on a un recul tellement juste de ce qu'on a fait. Et pourquoi on a un recul que longtemps après ? Parce qu'on s'est détaché émotionnellement. Et la discussion avec soi-même, c'est qu'on arrive à trouver une soupape où on peut être émotionnel et pas émotionnel à la fois. Okay. Ça a l'air un peu schizophrène dans le délire, mais vraiment, quand tu as cette discussion-là, tu te rends compte de beaucoup de choses de ouais, je suis pas belle. Pourquoi tu dis t'es pas belle ? Tu vas te dire ça comme ça, pourquoi tu dis t'es pas belle ? Et après, tu te poses la question, et comme tu te poses la question, tu vas commencer à trouver des réponses. Qu'est-ce que tu fais pour pas changer ça ?
Pourquoi tu fais pas ci? Pourquoi tu n'achètes pas ces vêtements-là? Pourquoi truc? Moi, pendant longtemps, je comprenais pas pourquoi j'attirais des filles. Voilà. Ryan m'a aidé. Quand je parle de ça, Ryan m'a aidé. Et Ryan a commencé à trouver les mots que certaines personnes disaient, que moi, j'entendais pas, et qui revenaient. Et qui disaient, pour que tu te sens bien dans ta peau, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Mais en fait, c'est parce que ces réponses, elles étaient en moi. C'est juste mon émotion qui les bloquait. Ok. Merci. Merci beaucoup. Allez, une dernière personne, s'il y a. Une toute dernière personne qui va oser venir, donc n'hésitez pas. Yes. Ouais. Dernière personne. S'il y a quelqu'un. Ok. C'est Annie. Ah, Bonsoir Franck, bonsoir Prince. salut mon gars. Donc Franck, évidemment, je connais très bien ton contenu, je connais très bien ce que tu fais. Déjà, félicitations pour tout ce que tu as fait sur l'année dernière. Merci Très beaucoup. grosse croissance. Ton potentiel, bon, je l'avais déjà vu, on s'est vu dans différents événements. Aujourd'hui, à l'étape à laquelle tu en es, il y a certaines choses que j'aimerais en fait savoir comment tu les appréhendes. Notamment le fait de faire de l'argent. Quand tu commences à faire de l'argent et que tu viens d'un endroit où il n'y avait pas forcément d'argent, parfois tu sais pas quoi faire de cet argent. J'ai vu certains de tes contenus qui parlaient du fait que tu allais dans des lieux d'abondance, que tu essayais d'attirer à toi des bonnes choses. Comment est-ce que tu fais aujourd'hui pour pas avoir cette espèce de culpabilité de mieux gagner ta vie, de réussir à investir cet argent-là? Comment est-ce que tu gères ça? C'est comme j'expliquais tout à l'heure un peu, parce qu'il y a des gens qui vont plus que moi. C'est ça que je me dis en fait. En fait, au début, j'avais cette culpabilité-là. Et cette culpabilité-là, elle est partie au moment où, un exemple concret, hein. Je vais en boîte, ok. Aujourd'hui, je dis, tiens, j'ai envie de me faire plaisir, je vais faire une dépense stupide. Je vais prendre une grosse table, je vais envoyer, juste histoire de me dire que je l'ai fait. Et un frérot qui s'assoit à côté de moi, il envoie 2 fois plus que moi. Sans stress. Là, je fais, ça, c'est la prochaine étape. Voilà, merci de m'avoir motivé. Tu vois. Et je le check. Et je dis, tu viens d'où, etc. Ouais, je suis entre Dubaï et New York. Mon cerveau, il dit, wow, entre Dubaï et New York, et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il m'explique un peu ce qu'il fait dans la vie, etc. Il a différentes entreprises. Il a des entreprises au bled, également. Tout ça, je dis, mec, est-ce qu'on peut se voir? Est-ce qu'on peut se rencontrer? Tout ça, ça m'enlève la culpabilité d'un coup. Parce que je sais qu'il y a des gens, ils sont largement au-dessus de moi. Tu vois. Et donc, c'est comme ça que j'enlève ma culpabilité. En fait, ma culpabilité, elle restait quand je me comparais au fait que je vais voir certaines personnes. Tu vois, par exemple, des fois, je fais des restos et je m'invite et je vais dire à mes potes, venez. Et en fait, ils n'ont pas envie que je paye. Ils vont dire, c'est trop cher pour nous. Ça me mettait la culpabilité. Tu vois, de me dire, ouais, mais toi, je suis dans des restaurants à 100, 150 balles par personne. Frérot, calme. Nous, on ne touche pas ces sommes-là. Tu vois. Ça me mettait la culpabilité. Ça, j'ai enlevé de ma tête. Je me dis, ça existe et c'est pas grave. Et je peux aussi manger un resto de 20 balles et c'est pas grave. Et en fait, chacun a son niveau, chacun a sa progression et j'ai pas à m'inquiéter de la progression de quelqu'un d'autre. Tu vois, j'ai pas en m'en inquiétant en fait. Parce que si je commence à penser comme ça, il y a personne qui pensait à moi quand moi j'avais rien. Tu vois. Revenons à la base. Quand moi j'étais en galère, je dormais sur le canapé de mes potes, il n'y a pas quelqu'un qui m'appelait et me disait frérot, j'ai un appart là, tu veux dormir, je te le passe gratuitement? Personne m'a dit ça. Personne. C'est quand j'ai commencé à être bien qu'on m'a dit j'ai un appart. Je sais que t'as l'étal, ça te dit? Voilà. Donc en fait, c'est pas perpétrer un truc mauvais, hein. C'est juste que eux, je sais pourquoi ils sont là-bas, parce qu'ils sont détachés. C'est parce qu'au moment où tu es prêt, ils vont te tendre la main. Et moi, on m'a tendu la main, au moment où j'étais prêt, j'étais en mouvement. Quand je dis la manifestation, c'est la foi en mouvement. Tu vois, c'est pas la foi assise, c'est la foi en mouvement. C'est parce que tu as commencé quelque chose que tu rencontres des gens. Tu vois. Et donc, si tu rencontres des gens, c'est parce que tu as des choses à leur dire. Et il y a un jeune là, pour finir sur ça, que j'accompagne, on s'appelle, je disais, et toujours ton speech de 1 minute, de 3 minutes et de 10 minutes près. Comme ça, quand tu rencontres quelqu'un, t'expliques ton idée en 1 minute. Si maintenant la personne veut en savoir plus, t'as ton speech de 3 minutes. Si maintenant la personne veut s'asseoir, t'as ton speech de 10 minutes. Mais t'es carré. Et pourquoi ça m'est arrivé? Parce qu'un jour, on a un rendez-vous avec un milliardaire à Bangkok et j'avais que le speech de 10 minutes. Heureusement que c'était une bonne idée. Il m'a dit, c'est trop long.
Il m'a dit, imagine, j'avais que 2 minutes. Tu vois. Et ça, tout ça là, c'est tout ça qui t'enlève la culpabilité. Quand tu rencontres ce genre de mec, c'est qu'un gars normal, il est là en face de toi, il pèse plus d'1 milliard. En ta tête, tu te dis, pourquoi je me levelle en bas? Et en plus, c'est un gars, il a 2 jambes, 2 bras. Il écoute du rap comme toi. Il est chill. Il a 2000 salariés. Tu vois. Donc tout ça, ça te relativise des choses. Donc essayons de nous comparer au level up. Tu vois. Que de nous comparer en bas, on n'aura pas de culpabilité. Si tu gagnes la Ligue des Champions, pourquoi tu vas te sentir coupable de celui qui l'a pas gagné? Tu l'as gagné. Il faut que tu sois content et que tu fesses toi. Tout simplement. Merci beaucoup. On peut encore l'applaudir. Prince, Yes. excuse-moi, est-ce que tu m'autoriseras à poser une autre question? Ouais, vas-y. On Je peux bien te l'accorder, hein, c'est Anité qui nous a tout de suite. qui a permis en fait que Franck soit là, donc oui, tu peux. Tu vois, bon, je me rends compte que je me suis pas présenté. Donc moi, je travaille dans le secteur financier, mais je suis aussi auteur, co-auteur pour des artistes. Je suis aussi accompagnant sur des gens qui développent leur start-up. Et donc, j'ai bien vu comment est-ce que tu es parti la saison dernière. J'ai bien vu comment est-ce que tu as commencé à faire tes contenus. Les événements qui sont arrivés après, tout s'est goupillé parfaitement. Comme si tu avais déjà ton plan au départ et tu savais exactement là où tu devais arriver. Et j'aimerais bien, peut-être pour toutes les personnes qui sont ici, que tu expliques en fait la vision que tu as eue sur ton contenu. Parce que je vois trop de personnes aujourd'hui qui se lancent dans des créations de contenu sans savoir où ils veulent aller. C'est extrêmement important de faire du contenu, mais c'est encore plus important de savoir où est-ce que tu vas en venir. Et j'aimerais que tu présentes ça. Eh ben, je te remercie Anité parce que c'était la question de clôture, c'était la question pour clôturer le podcast, donc c'est cool. Moi, c'est très simple. Mon plan, c'était de 300-400 followers que j'avais de base, que je postais par-ci, par-là, sans réelle conviction. Parce que dans ma tête, je me disais, je poste un truc, ça pète pas, bah, je lâchais l'affaire. J'étais le gars de l'abandon. Quand j'ai commencé, après avoir parlé donc à mon stagiaire, j'ai dit au 31 décembre, il faut que j'ai 100 000 followers. Ça veut dire qu'au 31 décembre, il faut que j'ai fait au moins un événement en live. En fait, je l'ai écrit dès le début. Parce que c'était une manifestation, un plan manifesté. J'ai dit, il faut qu'il y ait un événement en live. Il faut que j'ai fait 100 000 followers. Et il faut qu'à la fin de l'année, j'ai commencé à écrire un livre. Voilà. Maintenant, comment je vais faire? J'envoie du contenu quand je suis content. Je suis pas content, j'envoie pas de contenu. Mais la deuxième remarque que je dois faire, que je me suis faite, c'est que j'envoie au moins un contenu par jour. Qu'il pleuve, qu'il vente, que je sois malade, c'est pas mon problème. Il faut que je trouve un moyen d'envoyer un contenu par jour. Mais il faut que je le fasse en étant super content. Même si à la fin, en fait, tu sais, je vais me dire un truc. Au début, je regardais même pas la vidéo. Je la finis, je l'envoie. Si j'ai pas envie en fait de la voir, de voir les défauts et de douter. Elle est faite. Je l'envoie. C'est après, quand j'ai commencé à regarder les datas, tout ça, j'ai commencé à me dire, faut avoir un peu de recul sur son contenu, comment je peux l'améliorer, etc. Mais au début, je me dis, si je commence à me regarder, c'est foutu. Il y a un acteur français que je connais, c'est lui qui m'avait dit ça, quand il m'a vu arriver à 10 000, il a dit, mais c'est un truc de dingue, t'as fait 10 000 en un mois et demi, et tout, hein. Et je lui ai dit, ouais, je regarde jamais les contenus. Il a dit, t'es comme moi, je regarde jamais mes films. Il a joué dans le film. Il a dit, à part l'avant-première, et même l'avant-première, je me cache. En fait, pourquoi? Si je commence à voir mes défauts, Franck, j'arrête de jouer. Je suis tellement anxieux comme mec que j'ai l'impression que je suis une fraude d'avoir la chance de jouer dans des films. Donc, en fait, je veux pas voir mes films. Tu vois. Et ça, il m'a conforté dans le fait que je regarde pas mes contenus. Pourquoi je vais les regarder? En fait, j'ai fini mon discours. J'ai bégayé? Non, j'envoie. Et quand je suis arrivé à ça, je suis arrivé à 100 000 en 5 mois. Donc je me suis dit, si je le fais en 5 mois, j'ai prévu un événement à 100 000. C'est là que j'ai mis l'événement, parce que je l'avais déjà écrit avant. Et on arrive à 200 000 à la rentrée. J'ai dit, bon, on va faire un deuxième événement. J'ai promis chaque 100 000 à moi-même que je fais un événement. Et finalement, on a fait un 3 événements quand? Fin décembre. Et fin décembre, on était quasiment à 300 000. Tu vois.
Et en fait, j'ai manifesté les 300 000. Pourquoi quand on a fini le deuxième, j'ai déjà loué la salle du troisième. Dans ma tête, j'ai fait, c'est sûr, j'ai 300 000. Fin décembre, début janvier. Et maintenant, c'est comme ça que je fais. C'est que on a fait la Belgique en janvier. Derrière, on a fait la Côte d'Ivoire là, il n'y a pas longtemps. Et pareil, à chaque fois, maintenant, je suis dans un truc de... Je planifie. Parce qu'en fait, je sais que je vais le faire. Je sais que je vais le faire. Voilà. Et ce que je dis, c'est que le doute, il est permis, mais le doute, il est permis dans une discussion avec soi-même. Ça doit pas être un doute bloquant. Ça doit être un doute de qu'est-ce que j'ai fait de bien dans ce que j'ai fait de mal. Tu vois. Et moi, je garde que ce que j'ai fait de bien dans ce que j'ai fait de mal. Comme ça, je sais ce que j'ai fait de mal, je le mets à côté. Même une vidéo qui a flop, ça veut pas dire qu'elle était mauvaise. Hein. Il y a des vidéos qui ont flop, mais qui étaient très bien faites. Mais est-ce que c'est ce que les gens ils veulent de toi? C'est plutôt ça, en fait, la réflexion que je me faisais. C'est en fait, les gens, ils viennent pour quelque chose. Toi, tu commences à parler d'autre chose. Elle est bien faite, la vidéo, les arguments sont bons, mais le public n'est pas le bon. Tu vois. Donc, j'ai commencé à réorienter. J'ai dit, il n'y a pas de problème. En fait, les gens, ils veulent ça de moi, donc je vais leur donner ça. Et des fois, je tenterai des expériences pour ouvrir un peu. Ça ne marche pas. Je sais que les gens n'attendent pas ça de moi. Je reprogramme. Comme un artiste qui fait un album de musique, comme toute autre chose. Tu lances ton single, il prend pas, bah tu sais que les gens ils veulent pas ça de toi. Ça marche avec les autres, mais pas avec toi. C'est tout. Donc, faites des tests, tentez. Moi, j'efface rien. Ça flop, je le garde. Ça a fait 1500 vues, je le garde. Et je vais te dire un truc, hein. Il y a des gens qui ont fait 1500 vues, ils ont pété, ils ont fait 90 000 vues 4 mois après. Comme quoi, des fois, les planètes s'alignent. Bizarrement, il y a quelqu'un qui tombe sur ta vidéo qui peut être un gros influenceur. Il dit, j'aime trop ça. Qui partage. En tout cas, merci pour tous tes conseils. C'était très, très édifiant. Merci infiniment. On arrive à la fin de ce podcast. Moi, j'ai plein d'autres questions, mais malheureusement, le temps joue contre nous. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Justement, toi qui es dans la manifestation, toi qui as plein de projets, tu as sorti un livre, il y a le Grand Rex qui va arriver le 20 juin. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour la suite et pour tous tes projets? Non, mais que au-delà même que ce soit pécunier ou quoi que ce soit, hein, d'une part la santé, c'est méga important, avoir l'énergie de faire ce que je fais, et ouais, que tout ce que je fais puisse trouver son public de plus en plus. Je vois que ça continue à grandir, c'est bien, mais que ça continue à parler aux gens. Continuer à parler aux gens, continuer à ce que le discours il puisse résonner. Et j'ai envie de dire, c'est même pas me souhaiter à moi, souhaiter que mes mots permettent à quelqu'un un jour de venir à la télé. Comme là, il y a eu des podcasts récemment, on a dit mon nom, franchement, j'ai kiffé. Même si c'est même pas... Je m'en fous des vues. Juste le fait que quelqu'un qui s'assied dans la podcast dit « Franck, là, oui, incroyable, et tout, merci beaucoup. » Mais qu'un jour, quelqu'un vient à la télé et me dit « Ma boîte multinationale, extraordinaire. » Parce qu'un jour, je tombais sur la vidéo d'un mec qui s'appelait Franck Laoui. Et j'ai eu un déclic et j'ai eu envie de faire ce business. Ça, ce sera la meilleure bénédiction qui puisse m'arriver. En tout cas, je te le souhaite. Et au nom de toutes les équipes de la part de la Villette, personnellement, je te la remercier. Merci de nous avoir accordé du temps parce que je sais que tu as un agenda qui est pas mal. On a essayé de caler des dates. C'était en Côte d'Ivoire, c'était en Belgique. C'était un peu compliqué, mais du coup, tu as réussi en fait à nous ouvrir ton agenda. Donc, merci du fond du cœur. Et je te le dis, hein, la part de la Villette est là. Si demain, tu as envie de faire des événements en plus petit nombre, parce que du coup, nous ici, c'est très cocooning, c'est très petit. Ouais. T'es le bienvenu et je te souhaite vraiment une très belle aventure et une très belle continuation pour toi et que nous en tout cas on va parler beaucoup de toi mon pote, donc tes oreilles vont beaucoup siffler. Merci les amis, donc merci à toutes les personnes qui ont suivi ce podcast. Nous c'est la part de la Villette, établissement qui accueille du public, établissement qui crée des événements juste incroyables, un social club qui permet en fait aux humains réellement de se reconnecter. Nous, moi comme j'ai l'habitude de dire, il n'y a pas de communauté, la seule communauté c'est l'humanité. On fait des couples, on fait briller des artistes, on fait émerger des entrepreneurs à travers notre programmation. Donc si vous êtes intéressés, rajoutez-nous sur les réseaux sociaux, La Part de la Villette partout, TikTok, Instagram et notre chaîne YouTube, c'est La Part Studio parce que ouais, on crée beaucoup de contenu. D'ailleurs, vous vous abonnez et vous likez, vous mettez en joue la petite notification pour pouvoir en fait être alerté de tout ce que nous allons mettre. Je vous souhaite une belle aventure dans votre vie et surtout passez à l'action et à très bientôt. Ciao.